La scène s'ouvre sur un groupe de voyageurs qui se ferait difficilement un chemin à travers une forêt alors que le soir tombe et que le soleil commence à se coucher. Ils étaient sur ce qu'on appelle la route commerciale des compagnies Byron, mais l'un d'eux réalisa bientôt qu'il s'était perdu après toute la distance qu'ils avaient parcourue, exprimant sa frustration de marcher dans la forêt à une heure si tardive. La tension monta parmi les membres de la caravane lorsque l'un d'eux demanda carrément au chef du groupe, nommé Byron, si c'était la première fois qu'il empruntait cette route. L'homme exprima ses regrets d'avoir signé ce contrat et d'avoir embauché seulement 10 gardes, déclarant que s'il avait su que la route serait si difficile, il n'aurait pas entrepris ce voyage en premier lieu. Byron essaya de défendre sa position, niant que c'était leur premier voyage et justifiant leur perte en disant que le terrain et les montagnes changeaient avec le temps. Pendant ce temps, 2 autres hommes, Baxter et Tiish, observaient la situation. Tiish émit l'hypothèse que si les marchands disaient la vérité sur leur connaissance du chemin, il devait y avoir un facteur externe qui avait causé le changement du terrain de toute la zone avant que Tiish ne l'interpelle soudainement d'un ton colérique et avertisseur. Soudain, sans avertissement, Baxter dégaina son épée et se précipita en avant à toute vitesse alors que le groupe subissait une attaque surprise d'un monstre gnoll. Un état de choc régna parmi les hommes quand ils remarquèrent que ce monstre portait une armure fabriquée par les Uruk, et ils réalisèrent immédiatement qu'ils étaient tombés dans un piège bien tendu. Baxter ordonna à tout le monde de se rassembler et de ne pas se disperser, les avertissant que quiconque se séparerait du groupe serait dévoré instantanément. Les gardes se retrouvèrent complètement encerclés alors que d'innombrables yeux brillants apparurent dans l'obscurité autour d'eux. Tiish demanda anxieusement leur nombre, et son compagnon répondit qu'il valait mieux ne pas essayer de les compter. Les monstres lancèrent une attaque générale, et une bataille sanglante et violente éclata dans laquelle les combattants crièrent aux monstres de mourir. Au milieu du chaos, Byron exprima son étonnement devant la brutalité excessive du combat, même s'ils affrontaient des monstres, mais il fut immédiatement réduit au silence par une menace féroce de Tiish. Tiish jura de faire payer le prix fort aux marchands pour cette épreuve, à condition qu'ils restent en vie. Après avoir éliminé la première vague de monstres, Baxter avertit ses camarades de ne pas se détendre, affirmant que les pièges à monstres sont toujours continus et ne se terminent pas facilement. À peine avait-il fini ces mots que Byron cria, pointant vers l'horizon où apparut un monstre troll massif. Tout le monde était stupéfait et terrifié de voir un troll apparaître après leur bataille avec les gnolls. La panique saisit le cœur des hommes, et l'un d'eux cria qu'il fallait se disperser immédiatement, sinon le troll les achèverait tous d'un seul coup. Byron céda au désespoir, croyant que sa fin était venue et que tous les mercenaires étaient condamnés à mourir. Baxter commença à analyser la situation, se demandant si ce troll était une créature entraînée ou une arme de guerre devenue incontrôlable. Perplexe face à l'idée de produire de telles armes en grand nombre dans une forêt comme celle-ci, Baxter réalisa que l'évasion était désormais impossible, alors il donna rapidement ses ordres, disant à 2 de ses hommes de protéger et de rassembler les marchands et ordonnant à Tiish d'attirer l'attention du troll et de l'éloigner des marchands la prochaine fois qu'il jetterait quelque chose. Tiish s'opposa vivement au plan, traitant Baxter de fou, et suggéra de sacrifier les marchands et de les utiliser comme appât pour s'échapper avec leur vie. Mais il demanda ensuite à Baxter s'il avait un plan. Baxter confirma qu'il avait bien un plan que Tiish connaissait bien. Ils attendraient un moment où le troll serait distrait, puis se précipiteraient rapidement entre ses jambes, une manœuvre qu'ils avaient effectuée à plusieurs reprises lors de leur bataille passée. Malgré sa question, Tiish semblait terrifié par cette idée et murmura qu'il préférait mourir plutôt que de la répéter. Alors qu'il courait pour exécuter le plan, il s'arrêta soudainement après avoir remarqué quelque chose d'étrange. Il réalisa que le troll ne les regardait pas, mais fixait une direction complètement différente. Soudain, avant que le troll ne puisse attaquer, il tomba brusquement au sol avec une force telle qu'il envoya Tiish voler dans les airs. Tiish se releva en état de choc, se demandant ce qui s'était passé, et adressa sa question à Baxter, lui demandant comment il avait abattu un monstre aussi énorme. Baxter n'était pas responsable. De l'obscurité émergea un autre monstre plus grand et plus terrifiant avec des yeux bleus brillants. Cette nouvelle créature s'avança calmement vers le cadavre du troll tombé. Au milieu de l'étonnement complet des mercenaires et des marchands, le monstre ramassa le corps du troll, puis lui écrasa froidement la tête avec ses mains nues. Alors que la terreur saisissait l'un des marchands, il interrogea Baxter sur la nature de cette créature terrifiante. Baxter répondit que quelqu'un de la ville comme lui n'en avait probablement jamais entendu parler auparavant, et que dans cette forêt au moins, cette créature était considérée comme la plus sauvage de toutes. À tel point que les légendes disent que quiconque la rencontre ne revient jamais vivant. Il révéla ensuite son identité, disant que c'était un ogre. Le marchand fut totalement choqué en entendant ce nom. Baxter continua son explication, clarifiant que malgré la rareté des ogres, il possède une force et une agilité inégalées parmi les autres monstres. En plus d'une intelligence rusée et d'une persévérance obstinée dans la chasse, Baxter lui-même exprima son étonnement de rencontrer une créature dont il n'avait entendu parler que dans des contes, surtout dans une situation aussi désastreuse. Pendant ce temps, les marchands se demandaient pourquoi les mercenaires étaient figés sur place comme ça. Baxter se demandait ce qu'il devait faire et s'il pouvait s'échapper, mais il réalisa rapidement que tenter de fuir ferait de lui un repas facile pour le monstre,
et il s'effondra là où il se tenait, désespéré. L'ogre s'avança vers Baxter effondré et, de façon inattendue, tendit sa main tachée de sang et lui parla, lui disant qu'il avait traversé une période difficile et qu'il le guiderait désormais. L'ogre le rassura et lui dit de ne pas avoir peur, expliquant que malgré son apparence, le même sang qui coule dans les veines humaines coule aussi dans les siennes. Il révéla ensuite sa véritable identité, déclarant que son nom était Léon et qu'il était à moitié humain et à moitié ogre. Après cela, Léon conduisit toute la caravane à travers la forêt jusqu'à ce qu'ils atteignent Byron Village, un village isolé situé dans le royaume d'Arnia. Alors qu'ils approchaient des murs de bois fortifiés du village, un garde d'en haut les remarqua et les interpella pour qu'ils s'identifient. Les membres de la caravane commencèrent à se sentir soulagés après leur survie. Byron se plaignit d'une fatigue et d'une douleur extrême, disant qu'il pensait que c'était sa fin, tandis que Tiish marmonnait des malédictions dirigées contre les marchands. Léon les guida jusqu'à l'entrée du village, et l'un des membres de la caravane demanda si la barrière était destinée à empêcher les monstres d'entrer. Le garde, qui s'avéra s'appeler Daryl, interpella Léon avec surprise, lui demandant combien de jours il avait été absent et qui étaient les personnes avec lui. Léon répondit à la salutation de Daryl et lui dit qu'il s'agissait de membres d'une caravane de marchands se dirigeant vers le village et qu'il les avait rencontrés en ramassant du bois de chauffage, ajoutant qu'ils avaient déjà parlé avec le chef du village. Malgré cela, Daryl resta sceptique. Il dit à Léon qu'il faisait confiance à sa parole, mais qu'il n'avait reçu aucun rapport de l'arrivée d'une caravane à ce moment-là. Daryl exprima son inquiétude qu'ils ne soient des bandits déguisés en marchands. Cette accusation mit Byron en colère, qui cria pour se défendre, expliquant qu'ils s'étaient simplement perdus et que leur propre chef de village leur avait donné les mauvaises directions en premier lieu. Mais Daryl ne changea pas de position, insistant sur le fait que la sécurité du village passait en premier et leur dit qu'ils devraient partir s'ils ne pouvaient pas prouver leur identité. Le marchand exprima son extrême frustration face à la situation et exigea que le garde, Daryl, appelle au moins le chef du village. Léon intervint dans la conversation expliquant à Daryl que, bien que la sécurité soit importante, ces personnes étaient nécessaires. Il lui dit qu'il avait entendu les cris d'aide de la forêt en chemin et conclut que si le chemin avait changé, cela signifiait que quelqu'un altérait la zone, et que par conséquent, de l'aide pourrait être nécessaire. Léon assura ensuite au garde que si les choses tournaient mal, il s'occuperait lui-même du problème pour le rassurer. Plus tard, après avoir été autorisé à entrer, la scène se déplaça vers la salle du village de Byron où les membres de la caravane étaient assis avec le chef du village et certains de ses habitants. Le chef, un homme âgé, riait avec les autres en répétant les mots de Léon, surpris par sa déclaration selon laquelle il s'en occuperait lui-même. Byron commenta que le chef réagissait de manière excessive, tandis que l'un des marchands exprima son soulagement face à leur survie miraculeuse et leur arrivée en toute sécurité, et Baxter loua la force de Léon, la considérant comme supérieure à celle de 10 mercenaires réunis. Le calme ne dura pas longtemps car Baxter commença à interroger le chef du village. Il souligna les barrières défensives qu'il avait remarquées en se rendant au village, qui semblaient entourer tout le village. Bien qu'il ait compris que les monstres et les Uruks pouvaient être communs dans un endroit aussi isolé, il estima que ces défenses étaient grandement exagérées, ce qui l'amena à demander directement et de manière choquante s'il se préparait à la guerre. Alors que Léon regardait Baxter avec surprise, Léon pensa que Baxter avait le don de dire les pires choses aux moments les plus inappropriés. Silence pendant quelques instants. Finalement, le chef parla, admettant que la guerre était en effet une chose terrible. Il s'adressa ensuite à Baxter, devinant d'après son apparence qu'il était un ancien mercenaire de guerre, peut-être de Kincaid. Le chef développa le concept de guerre, expliquant qu'à son époque, c'était une révolution sacrée pour la libération des Uruks qui traitaient les humains comme du bétail. Mais il voyait que les guerres d'aujourd'hui n'étaient plus comme ça. Elles étaient devenues de simples effusions de sang pour des gains égoïstes qui se terminaient par la destruction des deux côtés. Il exprima son espoir que de telles tragédies n'atteignent jamais leur village, leur demandant de comprendre que ces défenses n'étaient construites que comme une forteresse née des prières et des désirs de chacun pour la paix. Tiish interrompit le discours du chef, qualifiant sa logique de tordue et l'accusant d'embellir l'idée d'une arme de guerre avec des mots fleuris. Il ajouta qu'il aurait accepté cette explication s'il ne s'agissait que des barrières, mais il pointa du doigt Léon, le décrivant comme un monstre. Tiish demanda avec insistance comment les mots pouvaient justifier l'existence d'un être capable d'écraser un troll à main nue d'un seul coup, considérant ce niveau de puissance comme dangereusement contre nature. Il a expliqué que la guerre était un sujet sensible pour Kincaid. Et pour prouver que Léon n'était pas une arme, ils avaient besoin de preuves que l'existence d'un tel hybride horrible était un cas unique. Byron s'est senti insulté par le mot horrible, et son compagnon, Baxter, a commenté que ces mots étaient durs, tandis que des signes de douleur sont apparus sur le visage de Léon. À ce moment-là, Léon a parlé pour lui-même, disant qu'il comprenait leur difficulté à l'accepter et qu'il réalisait que s'il n'était pas convaincu qu'il n'était pas une menace, il répandrait la rumeur que ce village était dangereux. Mais il a ajouté que, heureusement, il avait un moyen de les convaincre et leur a proposé de rencontrer sa mère. Léon a conduit le groupe vers une maison. En chemin, Tillet s'est plaint d'une odeur nauséabonde, et Léon a répondu qu'il avait pulvérisé son urine pour éloigner les monstres.
Léon a atteint la porte de la maison et a appelé sa mère, disant qu'il était de retour. Léon est entré, s'excusant d'être en retard et se justifiant par des courses dans le village qu'il avait retardé. La jeune femme blonde, que Léon appelait maman, a accueilli les nouveaux arrivants et leur a demandé d'entrer rapidement. La scène revient ensuite 15 ans en arrière, au village de Byron. Cette nuit passée, le chef du village, qui paraissait plus jeune, s'est précipité vers la barrière de bois après qu'un garde l'ait informé d'un danger imminent. Les gardes n'étaient pas sûrs de ce qui se passait exactement, mais ils ont demandé au chef de venir voir par lui-même. À son arrivée, le chef s'est figé de terreur en voyant un monstre massif aux yeux rouges brillants se tenir devant la barrière, et il l'a immédiatement reconnu comme un ogre. Le chef a donné l'ordre strict à tout le monde de laisser tomber leurs armes et de se retirer immédiatement, les avertissant de ne pas provoquer le monstre car il l'avait identifié à partir du guide des monstres. Ce monstre était Robo, l'ogre légendaire connu comme le loup de la forêt et le boucher du continent central. Le chef réalisa qu'il faisait face à la créature la plus dangereuse qu'ils aient jamais rencontrée. Elle était capable de percer facilement la barrière, et il exigea que des armes de siège soient apportées immédiatement. Mais l'un des villageois fit remarquer au chef qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le comportement du monstre. Malgré les heures qui passaient, l'ogre n'avait pas bougé d'un pouce. Les villageois étaient perplexes face à ce comportement, se demandant si le guide mentionnait quoi que ce soit à ce sujet ou si le monstre voulait autre chose que chasser. Alors que le chef réfléchissait anxieusement à la question, l'ogre regarda soudain quelqu'un allongé sur le sol. Tout le monde fut surpris de voir l'ogre commencer à partir, puis il s'éloigna du village d'un bond. Ils attendirent prudemment, et l'un d'eux désigna la personne que l'ogre avait laissée derrière lui. Puis ils s'approchèrent pour découvrir qu'à l'intérieur, il y avait une personne qui était encore en vie. La scène revient au présent dans une maison à la périphérie du village de Byron. Les membres de la caravane étaient assis autour d'une table avec Léon et sa mère, la jeune femme aux cheveux blonds. Léon mangeait joyeusement, exprimant son amour pour le fromage et le jambon que sa mère avait préparé pendant qu'elle lui demandait de manger lentement. La mère de Léon s'excusa auprès des invités pour le repas humble, expliquant que la visite était soudaine et que son fils ne lui avait pas dit à l'avance. Et elle s'excusa également pour les difficultés qu'ils avaient rencontrées pour atteindre cet endroit isolé. Elle adressa ensuite sa question directement à Baxter, s'enquérant de leur raison de venir ici. Tiish remarqua l'étrange accent de la femme et murmura à Baxter, qui répondit que c'était un accent parlé uniquement par les nobles de sang royal, puis murmura avec colère que ces villageois étaient dégoûtants. La mère de Léon sembla comprendre leurs soupçons sans qu'il ne parle, reconnaissant que sa vie avec son fils dans cet endroit était loin d'être ordinaire. Elle ajouta que le simple fait de les voir pouvait causer un problème, quelle que soit l'explication qu'elle pourrait offrir. Elle leur rappela ensuite qu'elle s'était déjà excusée pour le comportement imprudent de son fils à l'extérieur et promit que cela ne se reproduirait plus, demandant ce qu'elle pouvait faire de plus pour satisfaire ses invités. Baxter remarqua que sa façon de parler ressemblait à une négociation, surtout lorsqu'elle souligna que l'existence d'une guilde de marchands devrait accélérer la conclusion d'un accord. Cette approche provoqua Tiish, qui demanda avec colère à Baxter si la situation était négociable, soulignant que cette noble évitait une réponse claire. Il insista sur le fait qu'en tant que personne de Kincaid, il devait connaître la vérité. Baxter essaya de calmer Tiish, lui rappelant que c'était son fils qui leur avait sauvé la vie et qu'il devrait être reconnaissant et en rester là, mais Tiish sembla déterminé à poursuivre la discussion. Tiish ignora les tentatives de Baxter pour le calmer et continua de crier sur la mère de Léon, exigeant qu'elle explique pourquoi une femme de son rang se cachait dans cet endroit et ce qui l'avait poussé à donner naissance à un hybride sauvage en premier lieu. La mère de Léon essaya de l'arrêter, disant que ses mots étaient blessants, mais Tiish ne tint pas compte et rétorqua avec colère qu'elle devrait d'abord considérer sa propre position. Il la décrivit comme pathétique de subir ce sort dans une région isolée sans même avoir la force d'affronter le chaos du monde extérieur. Tiish se lança dans un discours émotionnel sur la guerre, parlant de la façon dont ses camarades de Kincaid étaient massacrés sur les champs de bataille. Il mentionna comment la soif de victoire sans fin parmi les nations belligérantes les avait poussés à utiliser même des démons dans leurs batailles, et il jura qu'il n'oublierait jamais les atrocités commises pour le contrôle d'un morceau de terre. Il conclut son discours en exprimant son extrême dégoût de trouver l'une des dégoûtantes armes de guerre hybride même dans cet endroit isolé. À ce moment-là, Baxter cria son nom, Tiok, ce qui le fit taire immédiatement. Baxter prit alors les choses en main, commençant à interroger la mère de Léon avec un calme ferme. Il lui demanda si elle et son fils étaient le secret que le village cachait derrière toutes ces barrières défensives. Il lui demanda ensuite quel genre de rancune pouvait pousser une femme de son rang à accepter volontairement la semence du monstre appelé le roi cramoisi. La mère de Léon sembla profondément affectée et les supplia, disant que ce n'était pas ce qu'il pensait et qu'il était difficile pour elle d'expliquer la vérité. Léon essaya de la protéger, criant « Maman », mais Tiish lui ordonna froidement de dire la vérité. Tiish intervint à nouveau sarcastiquement, demandant si ce n'était pas par rancune, alors était-ce juste un goût particulier pour se mêler à d'autres races. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, la mère de Léon cria de terreur. « Non, Léon ». À ce moment-là, Tiish fut frappé par une force invisible violente qui le projeta au sol, laissant du sang couler de lui alors qu'il haletait.
La mère de Léon tomba au sol en essayant de l'arrêter. Léon était la source de l'attaque, debout et haletant fortement, un étrange symbole rouge en forme d'araignée étant apparu sur sa poitrine. Alors que Léon était en état de choc, Baxter se déplaça rapidement et attrapa Tiish. Léon regarda nerveusement ce qu'il avait fait, puis regarda sa mère avec inquiétude dans les yeux. Alors que sa mère se précipitait vers lui demandant de se calmer, Léon l'appela d'une voix faible, « Maman ». Baxter saisit ce moment, s'approchant de tout en observant avec des yeux brillants. Léon se transforma en une forme plus bestiale avec des dents pointues et des oreilles pointues et avertit Baxter de ne pas s'approcher de sa mère. Baxter clarifia que la lame de son épée n'était pas dirigée vers sa mère, mais vers Léon lui-même, qui ne semblait plus humain à ses yeux. La mère de Léon cria le nom de son fils, mais Baxter la rassura en lui disant qu'il avait évité de le blesser gravement, et que le coup ne servait qu'à le calmer. Mais Baxter sembla surpris. Alors qu'il réalisait que sa frappe n'avait pas du tout pénétré le corps de Léon, Baxter conclut que le sang d'ogre en était la raison et qu'une attaque superficielle ne suffirait pas. Pendant ce temps, Baxter remarqua que le regard de Léon était fixé sur sa mère, réalisant qu'elle pourrait être la prochaine cible, et se déplaça rapidement pour prendre une position défensive et bloquer l'attaque imminente. Mais Léon l'attrapa et le jeta. Léon sauta et se dirigea vers Baxter, déplaçant la bataille vers la forêt voisine sous le clair de lune. Baxter avait du mal à affronter l'immense puissance de Léon, mais il remarqua son intelligence innée. Car même dans son état de rage, il choisit de se battre dans un espace ouvert qui convenait à son grand corps. Puis Baxter réalisa quelque chose de plus profond. Léon choisissait délibérément ses mouvements afin de ne pas mettre en danger sa mère à la maison. Léon s'approcha rapidement et attaqua Baxter à courte portée, mais Baxter l'esquiva facilement, ce qui stupéfia Baxter car il réalisa que Léon imitait habilement ses propres mouvements de combat, se demandant comment il avait réussi à les saisir si rapidement. Léon porta un coup puissant à Baxter qui le projeta au sol. Tiish regarda la scène avec inquiétude, réalisant que Baxter était en réel danger. La mère de Léon se dirigea vers le lieu du duel, et alors que Léon se préparait à porter un coup final à Baxter, des gouttes de lumière commencèrent à tomber du ciel. À ce moment-là, Baxter réalisa qu'il en avait assez vu. Il comprit que Léon avait réussi d'un simple coup d'œil à analyser ses mouvements et à préparer une contre-attaque parfaite. Il a admis que sans le pendentif vert autour du cou de Léon, cette contre-attaque l'aurait tué instantanément. Et il a exprimé son étonnement face à l'existence d'un outil capable de contrôler un ogre déchaîné de cette manière. Baxter s'est souvenu de la mère de Léon et a fait remarquer qu'elle était une femme vraiment remarquable pour pouvoir gérer le pouvoir de son fils. Léon a commencé à se calmer progressivement, et Baxter s'est avancé et a présenté des excuses officielles. Il a expliqué qu'en tant que membre de Kincaid, il devait faire preuve de prudence face à la menace des hybrides utilisés comme arme de guerre et a admis qu'il avait été trop sensible car c'était la première fois qu'il voyait un tel cas. Il a ensuite dit à Léon qu'il le considérait maintenant comme un enfant intelligent et discipliné vivant dans une société humaine et a promis que son groupe garderait leur secret pour sa sécurité et celle de sa mère. Léon s'est complètement calmé et est revenu à sa forme normale, ayant l'air extrêmement épuisé. Sa mère l'a appelé et lui a demandé de venir se reposer car il se faisait tard. Léon est allé vers elle et l'a serré fort dans ses bras, pleurant sur son épaule en l'appelant maman. Dehors, Tiish gisait blessé sur le sol, maudissant toute la situation. Le lendemain matin, la caravane a quitté le village. La mère de Léon était dans sa maison en train de préparer de la nourriture. Après avoir fini de mettre la table, elle ne s'est pas assise pour manger, mais a plutôt attendu que son fils Léon revienne après avoir fini de guider la caravane sur son chemin. La scène se déplace vers Léon se déplaçant avec la caravane, les conduisant vers le chemin souhaité. Byron était parmi la caravane, se plaignant que le voyage de retour était plus difficile que l'arrivée, et Baxter se demandait pourquoi il prenait une route sinueuse. Léon a répondu qu'il ne s'agissait pas seulement d'éviter le danger, mais parce que la forêt lui disait que c'était le chemin sûr, et il leur a assuré qu'une fois qu'ils auraient passé cette forêt, leur chemin serait complètement sûr. La caravane voyageait maintenant près de la frontière d'Elbrun, et le marchand portait toujours Tiish inconscient, tandis que Baxter lui assurait qu'il le paierait généreusement pour l'avoir porté. Quant à Léon, il s'était joint à eux pour les conduire et les guider sur leur chemin. La caravane poursuit son voyage avec Léon appelant Baxter oncle. Léon s'excuse auprès de Baxter pour la route accidentée, mais le rassure qu'ils approchent de la ville. Baxter semble soulagé puis demande à Léon s'il est fatigué après avoir passé des nuits à réparer sa maison, mais Léon répond que ce n'était rien. Léon dit avec enthousiasme à Baxter que tout au long du chemin, il s'est souvenu des histoires d'aventure qu'il lui racontait sur la ville, un endroit qu'il ne connaissait que par son odeur de loin. Baxter est surpris que Léon n'ait jamais entendu ces histoires auparavant, et Léon explique que les villageois et sa mère évitaient d'en parler. Le marchand, Byron, suppose qu'il craignait qu'un jeune homme naïf comme Léon ne soit trompé dans le monde extérieur, mais ajoute qu'on ne mûrit pas vraiment sans traverser quelques épreuves. Léon mentionne également qu'il a aimé les contes de l'oncle Varon, le marchand qui pouvait lire la forêt, et son secret pour la réussite commerciale, qui était une dure négociation de rabais. Léon se demande s'il pourrait maîtriser cette compétence pour survivre dans la ville, ce qui fait regretter au marchand de lui avoir dit
craignant qu'il ne l'imite et ne s'attire des ennuis. Baxter demande à Léon s'il a déjà quitté son village de Byron auparavant et si le chef du village l'empêche de le faire. Léon répond que ce n'est pas imposé, mais finalement son choix personnel. Il explique qu'il sent parfois que la barrière du village est là pour le protéger personnellement parce que le village est le seul endroit qu'il accepte tel qu'il est. Il révèle ensuite une autre raison plus importante. Sa mère vit seule, et elle est devenue incapable de marcher à vie après sa naissance. Il dit qu'il ne le savait pas parce qu'elle n'a jamais montré sa douleur, mais il a entendu dire par les villageois qu'elle était une noble dame d'une famille prestigieuse. Léon conclut qu'elle a tout abandonné pour lui, et par conséquent, il ne peut pas la quitter pour ses propres désirs. Le marchand commente que c'est malheureux. Léon ajoute que son éducation a certainement été difficile. En raison de son appétit hérité d'ogre, il ne voulait manger que de la viande crue étant enfant, ce qui horrifiait le marchand. Baxter change soudainement de sujet et demande directement à Léon s'il avait reçu des ordres préalables pour surveiller la route commerciale de la Guilde Varon à travers la forêt. Léon est déconcerté et essaie d'esquiver, affirmant que leur rencontre n'était qu'une coïncidence, mais Baxter insiste, disant qu'il ne peut pas mentir. Le marchand précise qu'il est reconnaissant d'avoir été sauvé, mais cela deviendrait un problème si Léon agissait sur des ordres secrets. Léon affirme qu'il ne s'agit pas de guerre ou de quoi que ce soit d'effrayant, puis il avoue la vérité. La forêt entourant leur village était infestée de bandits Uruk. Bien que leur nombre ne soit pas important, ils étaient suffisamment dangereux pour menacer les marchands et les petits groupes de mercenaires, ce qui a entraîné la perturbation des routes commerciales qui sont les moyens de subsistance du village. Baxter réalise que c'est la raison du secret du village et que Léon avait laissé son odeur dans la forêt pour marquer son territoire et effrayer les ennemis, ce que Léon confirme. Léon ajoute que les traces des bandits ont soudainement disparu, et bien que les défenses du village aient pu contribuer, il pense que sa présence en tant qu'ogre de la forêt a eu le plus grand impact. Baxter demande s'il a fait tout cela juste pour la réputation du village, mais Léon dit non, expliquant qu'il y a plus à cela. Léon révèle le vrai danger, disant que les Uruk ont agi étrangement ces derniers temps, commençant à apprivoiser les monstres gnolls et trolls, et allant même jusqu'à changer le terrain de la forêt elle-même. Il ajoute qu'on a l'impression que la forêt elle-même crie à l'aide. Léon essaie d'avoir l'air optimiste, disant que tout ira bien, et qu'il s'en occupera lui-même si nécessaire, mais il s'arrête soudainement. Puis il montre du doigt devant lui, annonçant leur arrivée à leur destination, la ville de Riden. Léon arrive avec la caravane à l'entrée de Riden City où Baxter lui fait ses adieux. Il le remercie de les avoir amenés, décrivant leur relation comme précieuse malgré le fait qu'elle soit avec quelqu'un d'une autre race. Le marchand exprime son espoir que le souhait de Léon de voyager à l'extérieur de son village se réalise un jour. Léon répond par un faible rire, et le marchand l'encourage, disant que l'opportunité pourrait être plus facile qu'il ne le pense. Il suggère qu'il rejoigne une troupe de cirque itinérante appelée la troupe de cirque de Midi, qui accepte des membres de différentes races comme moyen de voyager à travers le monde et de gagner de l'argent. Baxter est surpris par la connaissance du marchand de telles choses, et l'autre répond avec une colère feinte. Léon fait signe au revoir à la caravane alors qu'elle entre dans la ville. Dès qu'ils sont partis, l'expression de Léon devient sérieuse et inquiète alors qu'il se tourne vers la forêt, espérant qu'aucun problème ne s'est produit dans le village pendant son absence. Puis il se déplace rapidement en direction du village. La scène revient en arrière de 8 ans où l'on voit quelqu'un parler à Léon qui n'avait que 5 ans. Varon le taquine, disant qu'il a beaucoup grandi et est devenu très grand pour un enfant de son âge. La mère de Léon travaillait dur à préparer de la viande. Le ton de l'homme change en tristesse, et il dit à Léon que le voir lui rappelle sa propre enfance lorsqu'il a perdu sa famille, sa maison et tout à cause du seigneur et des chevaliers et a dû fuir dans la forêt dangereuse à l'âge de 10 ans. L'homme dit à Léon qu'il croit que le village de Byron était le seul endroit qui pouvait l'accepter lui et sa mère parce que tous ses habitants avaient partagé le même genre de douleur et de souffrance. Nous revenons au présent où Léon court vers son village, mais il s'arrête soudainement lorsqu'il voit de la fumée s'élever de la direction du village. La panique s'empare de lui, et il commence à courir à toute vitesse en appelant sa mère. Sa confusion augmente par l'absence de toute trace de monstre dans la région. Alors qu'il se rapproche, il voit que la barrière du village est en feu et ressent un soulagement temporaire que le feu n'ait pas encore atteint sa maison. Mais lorsqu'il entre dans la forêt en feu, il réalise que l'odeur du feu n'est pas naturelle et que quelqu'un a délibérément allumé le feu et brûlé de l'encens avec pour cacher intentionnellement l'odeur du village. Léon s'interroge sur l'identité de l'auteur et la raison de leurs actions et réalise qu'il doit revenir le plus rapidement possible. Sur son chemin, il trouve Monsieur Nielsen, l'homme qui parlait à Léon dans son souvenir, mortellement blessé et abattu de flèches. Nielsen lutte pour dire le nom de Léon tandis que Léon essaie de l'aider et de le porter au village pour le soigner. Nielsen l'arrête, réalisant que son heure est venue, et lui donne un dernier avertissement alors qu'il rend son dernier souffle. Il demande à Léon que lorsqu'il reviendra au village, peu importe ce qu'il y verra, il doit garder son calme et son esprit. Après la mort de Nielsen, Léon continue son chemin avec tristesse et détermination. Léon se souvient des derniers mots de Nielsen alors qu'il atteint enfin les portes du village. Là, il voit une scène horrible où des soldats organisés se tiennent sur les barrières, tirant des flèches sur les monstres en contrebas.
Léon a été choqué à son arrivée de constater que l'attaque n'était pas le fait de monstres déchaînés, mais d'une armée organisée de monstres qui s'étaient positionnés sous les barrières, faisant pleuvoir des flèches sur les villageois. Sur les murs, le commandant Kane donnait l'ordre à tout le monde de se préparer à tirer, soulignant la nécessité de cibler d'abord les trolls portant des échelles car les envahisseurs escaladaient déjà le mur. Kane a exprimé sa confusion quant à la façon dont ce qu'il pensait n'être qu'une poignée de bandits Uruk s'était transformé en une armée organisée si rapidement, et il était certain que quelqu'un était derrière cette attaque systématique. Soudain, l'un de ses hommes a crié son nom, pointant avec terreur quelque chose au-delà de la force d'attaque. Derrière l'armée, une créature massive et terrifiante aux yeux rouges brillants apparut, chevauchant une bête géante ressemblant à un loup, un warg, semant la terreur dans le cœur des défenseurs qui s'interrogeaient sur la taille et l'identité de ces envahisseurs. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un capable d'apprivoiser un warg. Qu'un identifia le chef comme un Uruk des terres désolées, le genre qu'on ne voit que sur le champ de bataille de Truvnia, et fut surpris par sa présence ici. Soudain, une flèche a été tirée et a touché l'un des défenseurs qui a crié de douleur. Kane s'est adressé à ses hommes en confirmant qu'il ne s'agissait pas d'une simple attaque Uruk au hasard. La flèche portait un message. Et alors que Kane ordonnait à ses hommes d'arrêter le saignement de l'homme blessé, le commandant Uruk ordonna que quelque chose soit envoyé immédiatement, et il semblait que son message était adressé au petit ogre du village. En bas, l'attaque continuait tandis que les forces d'invasion essayaient d'escalader les échelles. Alors Kane ordonna à ses troupes de se préparer et de lancer une volée de flèches pour les empêcher de monter. Les flèches furent tirées intensément, et le député du commandant Uruk regarda la bataille avec mépris, commentant qu'il ne s'attendait pas à ce que les villageois se battent avec autant de courage. Mais à ce moment, une flèche le frappa et il tomba au sol, mort. Le commandant massif démonta de sa bête et regarda les humains avec dédain. Pendant ce temps, l'un des défenseurs examina le message tombé, s'interrogeant sur son contenu et notant que l'écriture n'était pas dans la langue Uruk. Le commandant monstre ordonna à ses partisans, et ils amenèrent un groupe de prisonniers humains. Kane se préparait à ordonner une autre volée de flèches, mais l'un de ses hommes l'arrêta soudainement et lui dit de regarder. Les défenseurs virent que les éclaireurs qu'ils avaient envoyés plus tôt, y compris Daryl, étaient menés par l'ennemi. Kane cria à tout le monde de cesser l'attaque, ayant réalisé que l'ennemi utilisait leurs camarades comme boucliers humains. Kane vit son fils, Daryl, parmi les otages et s'effondra, se demandant désespérément pourquoi cela se produisait. L'un des hommes avertit Kane que les attaquants avançaient vers la porte de la barrière et l'exhorta à prendre une décision rapide. En bas, un commandant de terrain ordonna à ses hommes de bloquer le chemin avec leur corps si nécessaire, sachant que la chute de la porte signifiait la perte de tout le village. Pendant ce temps, certains villageois se cachaient dans un bâtiment. L'un d'eux se demanda avec crainte pourquoi ils se cachaient au lieu d'aider à fortifier les portes, mais un autre guerrier les fit taire en soulignant qu'il n'avait pas remarqué que leur précédente bataille contre les monstres était étrangement facile et insista sur le fait que combattre de cette façon était futile et que les attaquants devaient chercher quelque chose de spécifique. Dehors, les Uruk apportèrent un énorme tronc de bois et commencèrent à frapper la porte principale, tandis que les défenseurs derrière elle gémissaient sous la force des coups violents en essayant de tenir bon. À l'extérieur des murs, le commandant Uruk parlait à quelqu'un. L'autre personne était impressionnée par les progrès de la bataille, commentant que les défenses du village allaient bientôt tomber grâce à l'expérience de combat du commandant et confirmant que, comme promis, il l'aiderait également dans sa chasse. Pendant ce temps, sur le mur, l'un des hommes exhortait Kane à prendre une décision rapide pour sauver la situation. Kane était en proie à un conflit interne amer tandis que son fils, Daryl, l'appelait du milieu des otages d'une voix faible, « Père ». L'un des guerriers s'avança et dit à Kane qu'ils avaient pris leur décision. Bien qu'il comprenne son hésitation puisque l'otage était son fils, il n'y avait pas d'autre moyen de le sauver, exprimant ses regrets pour ce choix difficile. Kane ne pouvait se résoudre à donner l'ordre de tirer les flèches. Alors le guerrier s'excusa auprès de lui, et un autre défenseur prit l'initiative et donna l'ordre aux archers de se préparer à tirer. Soudain, quelqu'un sauta des arbres avec une vitesse incroyable et atterrit avec un impact fracassant au milieu de l'armée Uruk. Le commandant Uruk l'accueillit en disant que le petit ogre était finalement apparu. Le choc de son atterrissage envoya des monstres voler dans toutes les directions, causant le chaos et l'étonnement parmi les défenseurs sur le mur. Kane se demanda avec confusion si c'était vraiment Léon. Le commandant Uruk parla à nouveau à son allié caché, lui disant que la proie avait mordu à l'appât comme prévu, et lui demanda ce qu'il allait faire maintenant. Au milieu du champ de bataille, Léon abattait des monstres les uns après les autres. Léon vit Daryl, blessé et allongé sur le sol, qu'il appela avec difficulté. Léon courut vers lui en criant de choc, « Daryl, frère !» Léon entra dans une rage et commença à saccager. Le commandant Uruk s'adressa à lui à distance, exprimant sa surprise de trouver un hybride rare, un demi-ogre, le plus féroce de tous les monstres, dans un endroit aussi reculé et non sur un champ de bataille. Il lui demanda ensuite sarcastiquement s'il s'était jamais demandé pourquoi personne n'était venu le tuer jusqu'à présent. La scène revient en arrière, révélant l'identité de cet Uruk. Il était l'un des Uruk des terres désolées de Truvnia, qui avait été l'arène d'une grande guerre entre les races. C'étaient des mercenaires de guerre qui s'y étaient fait un nom. Ils étaient un hybride d'humains et d'Uruk,
ayant hérité des forces des deux races, excellant dans l'utilisation des armes, le leadership, et même la guérilla. Mais leur nombre était très petit car ils ne pouvaient être produits que par une méthode mystique perdue. Lorsque la guerre prit fin et qu'ils se retrouvèrent sans argent, ils commencèrent à gagner leur vie en acceptant toutes sortes de missions de chasse dangereuses. Ils agissaient comme des protecteurs de leur propre terrain de chasse et se battaient pour leur survie, affrontant même les ogres tristement célèbres. Mais, malheureusement, après une bataille épuisante, il n'en resta qu'un seul. Ainsi, le nom Uruk, qui désignait autrefois toute une race, devint le nom d'un seul individu. Au cours des années suivantes, ce seul survivant surveilla une forêt isolée dans le royaume d'Arena. Il attendit patiemment le moment de la vengeance contre l'ennemi de son peuple, surveillant la progéniture de cet ennemi. Le commandant Uruk ordonna à son armée de ne laisser aucune chance à Léon, leur disant de l'attaquer tous en même temps. Il leur ordonna ensuite d'exécuter simultanément la formation de subjugation des trolls et la formation d'encerclement nul. Malgré ces préparatifs, l'armée Uruk reculait devant la seule puissance de Léon. L'un des chefs Uruk se demanda avec confusion comment un seul ogre pouvait les retenir ainsi, réalisant qu'à ce rythme, ils sacrifiaient leurs hommes en vain. Sur les murs du village, les défenseurs remarquèrent que les Uruk avaient interrompu leur avancée vers le village et avaient tous tourné leur attention vers Léon. L'anxiété se répandit parmi eux, se demandant si Léon allait bien face à cette foule seule. Cain regarda Léon se battre avant que Léon ne soit touché par une attaque qui piégea son pied. Le commandant Uruk lui-même entra dans une bataille acharnée contre Léon. Les deux échangèrent des coups brutaux. Et bien que le commandant Uruk ait été grièvement blessé et ait perdu certains de ses membres, Léon réussit à porter un coup final et à le faire tomber au sol. Le commandant Uruk blessé sentit que le sacrifice de ses membres en valait la peine. Alors qu'il haletait, il déclara que le moment était venu. Il s'adressa à Léon inconscient en disant que lorsque son vrai moi, longtemps réprimé, se réveillera, tous ceux à qui il tenait disparaîtront. Léon deviendrait une bête déchaînée, incapable de contrôler ses instincts. Et s'il continuait ainsi, il serait laissé complètement seul. Après avoir prononcé ces derniers mots, le commandant Uruk s'effondra à cause de ses blessures tandis que le corps de Léon commençait à se transformer en une forme plus bestiale. Voyant leur chef tomber, l'un des soldats Uruk restants ordonna à tout le monde de battre en retraite et de se mettre à couvert, réalisant qu'ils ne pouvaient plus gagner maintenant que leur chef avait sacrifié sa vie. Après la fin de la bataille, Cain et ses hommes descendirent du mur pour évaluer la situation. Ils trouvèrent Léon inconscient mais toujours vivant, ce qui étonna Cain. L'un des hommes commenta que Cain lui-même avait vu comment Léon avait encaissé d'innombrables attaques avec son corps, et que dans le court laps de temps qu'il leur avait fallu pour descendre, il s'était remarquablement rétabli, ce qui lui faisait se demander si Léon était juste un ogre ordinaire. Cain se demanda si Léon serait capable de se relever, d'autant plus que les armes de l'Uruk étaient enduites d'une neurotoxine capable de terrasser un troll, notant qu'ils avaient beaucoup de questions à lui poser. Ils furent interrompus par la voix du commandant monstre qui demanda pourquoi il se donnait la peine de réveiller le monstre alors qu'il pouvait interroger l'infirme allongé sur le sol. Ils furent surpris de voir le commandant Uruk encore en vie, et l'un reprocha à l'autre de ne pas avoir confirmé sa mort. Le commandant Uruk les rassura en leur disant de ne pas s'inquiéter car il sentait la mort approcher en raison de son importante perte de sang et leur dit qu'interroger un homme qui ne s'accroche plus à la vie est le type d'interrogatoire le plus facile. L'un des hommes avertit Cain de ne pas se laisser influencer par ses paroles, puis Cain commença son interrogatoire. Cain déclara que l'Uruk était celui qui avait rassemblé tous ces bandits, puis pointa le message qu'il avait envoyé, concluant qu'il n'était pas écrit dans la langue Uruk, ce qui signifiait qu'il était destiné à quelqu'un qui pouvait le lire, et cette personne devait être Léon. Cain continua, expliquant que Léon n'avait jamais quitté cette forêt de toute sa vie, il était donc impossible pour lui d'être allé dans les terres désolées et d'avoir causé une rancune avec eux. Il lui a ensuite directement posé des questions sur sa relation avec Léon et sur les raisons pour lesquelles il le ciblait spécifiquement. Le commandant Uruk a ri, disant qu'il pouvait déjà voir comment il traiterait l'ogre à partir de maintenant. Et puisque sa vengeance a été accomplie plus tôt, il répondrait à leurs questions sans aucun regret. Le commandant Uruk a commencé à révéler la vérité, disant que leur conviction d'avoir réussi à cacher et à protéger le demi-ogre était une énorme incompréhension. Il a expliqué que pendant qu'ils se cachaient derrière leur immense barrière, le boucher du continent central, le père de Léon, avait commencé à réapparaître, et des preuves ont été découvertes indiquant qu'un dragon bleu était derrière tout cela. Cette nouvelle a causé un grand choc à l'époque. L'Uruk a poursuivi en expliquant qu'ils étaient sûrement conscients de la nature des ogres. Un ogre adulte résiste jusqu'à la mort et refuse de se soumettre. Mais ce monstre légendaire, qui était d'une classe complètement différente, a choisi de se soumettre. Il a mentionné que son obsession avait commencé ici, se demandant quelle raison pouvait bien pousser cette créature à se rendre. Il a ensuite révélé qu'il s'était rendu compte que toute cette affaire avait commencé à cause d'une femme humaine, ce qui a choqué Cain, qui lui a demandé comment il le savait. L'Uruk a répondu qu'il sentait le sang sur Léon, la même odeur du sang du boucher qui était gravée dans sa mémoire. Après cela, l'Uruk a révélé son véritable plan. Il avait donné des ordres stricts pour que personne ne cible l'hybride. Pour y parvenir, il a rassemblé les Uruk et les a déployés dans la forêt pour le tourmenter,
créant même un labyrinthe parfait pour qu'aucun étranger n'ose y pénétrer. La barrière en laquelle ils avaient tous cru servait son objectif, mais elle aurait été inutile si cette forêt n'avait pas appartenu aux Uruk depuis le début. Il a conclu son sarcasme en disant qu'au final, ils n'avaient rien découvert, et que tout ce qu'ils avaient fait était de cacher le demi-hybride jusqu'à ce qu'il devienne ce monstre. Puis il s'est demandé, dans un dernier moment de réflexion, s'il se souciait vraiment de venger son peuple ou s'il voulait simplement faire de Léon un paria comme lui. Après ces mots, il a rendu son dernier souffle. Ailleurs, les anciens du village étaient en discussion. L'un d'eux a estimé que, bien que la mère de Léon l'ait bien élevé, sa véritable nature était quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il s'est demandé s'il serait capable de contrôler Léon s'il devenait plus comme un ogre. Un autre a souligné que l'armée disciplinée des Uruk ne pouvait rien faire contre lui seul, et que bien qu'ils aient survécu grâce à lui, si quelque chose tournait mal et qu'ils se retournaient contre eux, tout le village serait en danger. Le chef du village a crié, leur disant d'arrêter cette conversation. Mais Cain, toujours en deuil de la perte de Daryl, a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas manquer de protéger également le village. Il a exigé que le chef prenne d'autres mesures s'il n'était pas capable de se débarrasser de Léon, l'avertissant que des chasseurs de dragons viendraient bientôt au village à sa recherche. Le chef a essayé de calmer Cain, reconnaissant que ce qui était arrivé à Daryl était très malheureux, mais lui a rappelé que Léon n'avait que 13 ans et que ce qui s'était passé n'était pas de sa propre volonté. Il lui a demandé, en tant qu'ancien du village, s'il ne connaissait pas leurs priorités. Cain s'est agité, disant que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le chef l'a interrompu et lui a ordonné de s'arrêter, l'avertissant que le garçon pourrait les entendre. À ce moment-là, Léon s'était déjà réveillé et avait tout entendu. Il s'est demandé, les anciens ont-ils commencé à se battre à cause de moi, parce que je suis entré dans une rage folle? Il s'est demandé pourquoi il avait fait ça. Et si c'était comme ça que son père était, il détestait ça. Il détestait l'idée que c'était son image aux yeux des autres. Les anciens ont été surpris quand ils ont réalisé qu'il était réveillé. Le chef du village marchait avec Léon, le rassurant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'il irait bientôt mieux. Il lui a dit qu'il allait presque bien maintenant, mais qu'ils avaient un peu tardé à le dire à sa mère, Léonia, exprimant l'espoir qu'elle comprendrait la situation étant donné les circonstances. Puis le chef du village lui a assuré que quoi que qui que ce soit dise, Léon était celui qui avait sauvé le village et qu'il lui était très reconnaissant et fier de lui. Léon a répondu calmement. Le chef lui a donné des herbes antidotes et lui a ordonné de les préparer et de les boire à chaque repas à son retour. Léon l'a remercié et lui a dit qu'il en informerait sa mère. Léon a dit qu'il devait y aller maintenant parce que sa mère l'attendait, exprimant l'espoir que tout le monde à l'intérieur allait bien. Le chef a accepté et lui a permis de partir. Léon a sauté jusqu'à sa maison au clair de lune, arrivant rapidement où il a trouvé sa mère qui l'attendait dehors. Il a atterri et l'a appelée, puis s'est précipité vers elle, l'avertissant qu'il était dangereux de rester près de la clôture, surtout par une nuit comme celle-ci. Sa mère lui a dit de s'arrêter et de se calmer. Elle lui a dit qu'elle allait bien et qu'il n'y avait eu aucun dérangement là-bas, mais elle a souligné que ce n'était pas le problème maintenant. Elle s'est adressée à lui en disant qu'elle avait entendu dire qu'il était intervenu lui-même dans le chaos qui s'était produit dans le village, alors même qu'elle lui avait demandé de ne pas le faire. Elle a mentionné qu'il lui avait dit que Nielsen était mort à la clôture extérieure et lui a demandé si c'était ce qui lui avait fait perdre le contrôle. Léon s'est souvenu des paroles aimables de Nielsen à son égard quand il était jeune et de son souhait d'avoir un fils comme lui. Léon s'est excusé auprès de sa mère pour l'avoir inquiété et a admis qu'il ne pouvait pas supporter de voir Nielsen mourir de cette façon, expliquant qu'il était une personne spéciale pour lui. Il s'est souvenu de la façon dont Nielsen l'avait averti dans ses derniers instants de ne jamais perdre son sang-froid. Léon s'est demandé si Nielsen avait peur de ce à quoi il pourrait être confronté ou des vérités qu'il pourrait y découvrir. Puis il a regardé sa mère et lui a demandé directement, cette férocité qu'il a montrée est-elle héritée de son père? Sa mère lui a demandé d'arrêter, et des signes de douleur sont apparus sur son visage alors qu'elle s'excusait auprès de lui, disant qu'elle ne pouvait pas répondre. Léon a crié, l'appelant alors qu'elle s'éloignait de lui, répétant ses excuses jusqu'à ce que Léon l'attrape et la serre dans ses bras. Ailleurs, dans le royaume de Suaren, dans les terres de Barenfell, le baron parlait avec colère à l'un de ses chevaliers, Herman. Il se plaignait de la nouvelle de la violation de la chasse aux dragons, la décrivant comme un non-sens et un gaspillage d'efforts, se demandant s'ils avaient oublié pourquoi elle avait été interdite en premier lieu. Il s'est moqué de leur discours sur les traditions et les désirs, considérant qu'ils ne comprenaient pas le concept de faisabilité pratique. Il a continué son sarcasme, se demandant comment leurs efforts pouvaient se comparer à la puissance d'Elbrine et qu'ils ne pouvaient pas comprendre la faisabilité de la recherche d'un dragon bleu. Le baron a dit à son chevalier Herman, qu'il a décrit comme son chevalier pratique, qu'il aurait eu des problèmes sans lui car il ne pouvait pas ignorer l'ordre de mobilisation sacré. Herman l'a rassuré et lui a dit qu'il s'était assuré qu'il n'y avait pas de place pour les plaintes de la mère patrie car il avait rempli les fonctions requises pour le moment, ce qui leur donnait un peu de temps. Herman a ajouté que, comme le baron l'avait prédit, il y avait un nombre inhabituel de choses étranges dans cette mission de chasse aux dragons.
Il a loué la perspicacité de son maître, révélant que l'enquête avait révélé la naissance d'une créature hybride, mi-ogre, mi-humaine. Le baron s'est réjoui, déclarant que c'était ce qu'il entendait par faisabilité pratique et que cette chasse ne serait pas décevante. Hermann, bien sûr, a confirmé cela. Après que le baron ait ordonné à son chevalier Hermann d'attendre un instant, Hermann l'a regardé froidement, pensant en lui-même que le jour où la tête du baron rejoindrait sa collection n'était pas loin. Ailleurs, dans la ville de Ritten, quelqu'un posait des questions sur une personne nommée Tiloc. Le mercenaire a arrêté un homme masqué, lui demandant sarcastiquement si les honorables chevaliers pensaient qu'un mercenaire était une personne facile à traiter. Le mercenaire a remarqué 3 personnes qui les suivaient. Tiloc s'est plaint à l'homme masqué que cette situation était différente de ce qui lui avait été promis. La mission était censée être effectuée rapidement. L'homme masqué a répondu vivement à Tiloc, l'avertissant que son insolence avait dépassé les limites et qu'il devait connaître sa place, qu'il vienne ou non de Riden, sinon sa vie pourrait se terminer avant même que la mission ne commence. Tiloc a répondu que puisqu'ils étaient déjà là, pouvaient-ils gérer les poursuivants si les choses tournaient mal, exprimant son doute quant à leur capacité à affronter un ogre dans la forêt? L'homme masqué a murmuré un seul mot, faisabilité pratique. Pendant ce temps, Léon était seul dans la forêt. Il s'est rendu compte que ce n'était pas le moment de rester les bras croisés et qu'il devait chasser avant la nuit. Comme il ne pouvait pas retourner au village avant un moment, il devait s'occuper de lui-même. Léon partit et commença à chasser un sanglier avec une compétence qu'il ignorait posséder, car il pensait n'avoir jamais appris à chasser auparavant. Il réalisa que sa mère avait dû éviter de lui enseigner cela pour l'élever le plus possible comme un humain, et il comprit que c'était compréhensible. Après avoir frappé le sanglier et l'avoir fait tomber au sol, Léon pensa que peut-être, à cause du sang de son père, il pouvait se déplacer légèrement et comprendre la nature des bêtes, trompant la proie, l'épuisant, puis frappant son point faible dans un moment d'inattention. Il se demanda si sa mère avait peur que l'image de son père n'apparaisse en lui. De retour dans la forêt de Byron, l'homme masqué et ses compagnons étaient en route. Tiloc se plaignait encore, décrivant la forêt comme un labyrinthe où des gobelins armés et des trolls entraînés les attaquaient. L'homme masqué fut surpris par l'idée d'un troll entraîné, alors Tiloc lui demanda sarcastiquement s'il croyait à une guerre raciale dans un endroit aussi isolé. L'homme masqué considéra que c'était une exagération, mais Tiloc insista sur le fait que c'était quelque chose comme ça. Tiloc prit la parole, soulignant que même dans ces régions reculées, il y a des villages reliés à la guilde des marchands. Mais récemment, il y a eu une grande agitation avec les orques environnants et que l'instigateur n'était autre que l'Uruk de Trovinia. L'homme masqué reconnut le nom, notant qu'il était une figure de proue pendant la guerre raciale. Tiloc commenta qu'il était étrange qu'il vienne jusqu'ici, puis demanda à l'homme masqué avec un sourire narquois son opinion, soulignant que l'affaire semblait plus compliquée que la simple chasse d'une bête. L'homme masqué lui dit qu'il y avait beaucoup de choses qui le surprendraient et l'exhorta à se dépêcher car ils étaient sur le point d'arriver. Alors qu'ils avançaient, les compagnons de l'homme masqué prirent un gobelin en embuscade et l'interrogèrent, mais le gobelin insista sur le fait qu'il leur avait déjà dit tout ce qu'il savait. Le compagnon de l'homme masqué pensait que depuis que l'Uruk était mort, il réalisait que le jugement d'Hermann était correct. Il avait pensé que c'était juste un simple village. Il dit à son compagnon qu'Hermann suivrait le mercenaire Quinqued, Tiloc, vers un autre endroit, qui semblait être lié à la proie. Un des hommes fut surpris par ce changement de plan car ils avaient convenu de se retrouver à l'entrée du village, mais le chef ne lui donna pas de réponse claire. Le chef devina qu'Hermann avait dû trouver quelque chose de plus intéressant là-bas, puis ordonna à ses hommes de se déplacer selon les instructions, et ils commencèrent à s'approcher de la maison de Laonia. À l'intérieur, Laonia faisait des travaux ménagers, mais elle eut un flashback du moment où Léon lui avait posé des questions sur son père. Soudain, Léonia sentit quelqu'un à l'extérieur essayer de forcer l'entrée de la maison. Un peu plus tard, Tiloc fit irruption par la porte en criant qu'il n'y avait personne à l'intérieur, mais il fut surpris de la trouver. Il s'excusa sarcastiquement pour l'intrusion, prétendant qu'il n'avait pas réalisé la présence de la noble dame d'une beauté incomparable. Léonia s'adressa à lui calmement, soulignant qu'il lui avait rendu visite à nouveau. Elle lui dit qu'elle ne connaissait pas la raison de sa visite, mais qu'il s'était écoulé beaucoup de temps depuis leur dernier contact avec le village et que son fils vivait en paix. Elle lui dit qu'il n'y avait plus rien à gagner ici maintenant. Tiloc se moqua de ces mots, décrivant la situation comme une rencontre agréable, et l'insulta, disant qu'elle préférait la taille d'un ogre sauvage à son statut noble, la qualifiant de pire que les prostituées du village. Puis il annonça officiellement, en tant que guerrier Quinqued, Tiloc de Riden, qu'il allait maintenant avoir une réunion avec la princesse de l'Empire arcadien, Bansalo. L'homme masqué, Hermann, apparut dans la pièce. Hermann exprima sa surprise de la trouver dans un endroit aussi humble. Considérant que gaspiller sa vie ici était excessivement noble, Hermann s'avança, se présenta comme un chevalier de Suarin et lui demanda de retourner dans leur patrie. Léonia répondit qu'elle ne savait pas comment la vérité était parvenue dans cet endroit reculé, mais qu'il était trop tard. Elle ajouta que la Bansalo qu'il connaissait l'aurait retrouvée beaucoup plus vite. Et comme elle avait été laissée seule jusqu'à présent, l'affaire était déjà réglée. Hermann répondit qu'elle avait été officiellement déclarée morte, mais Bansalo n'avait jamais perdu espoir,
ce qui signifiait que son Altesse aurait pu revenir à tout moment. Herman lui demanda si elle considérait sa situation actuelle comme inacceptable. Puis il la rassura, disant qu'elle pouvait mettre de côté ses inquiétudes car c'était lui qui effacerait ce sang immonde. Dehors, l'homme masqué discutait de son plan avec ses hommes. Il mentionna que la cible, Léon, réside ici régulièrement, et que bien qu'il soit un hybride, son comportement n'est pas différent de celui d'un ogre, suggérant qu'il ne s'agit que d'un instinct animal. Il ajouta qu'il avait entendu dire que Léon pouvait communiquer, mais qu'en fin de compte, un ogre reste un ogre. Il exprima son soulagement à ce sujet car il avait peur qu'il ne soit trop humain, soulignant qu'il était encore jeune, environ 13 ans. Il leur ordonna de préparer la formation de chasse à l'ogre et d'obtenir quelques résultats avant de rencontrer Maître Herman. Pendant ce temps, Léon revenait avec le sanglier qu'il avait attrapé. Il pensa qu'il était tard et remarqua que l'odeur de la viande était particulièrement nauséabonde. Bien que cela ne le dérangeât pas, il savait que sa mère détestait l'odeur. Il décida de demander à tante Ben de mettre beaucoup d'épices dessus. Puis il s'inquiéta en pensant que le visage de sa mère était devenu très triste ces derniers temps et qu'elle ne répondait pas à ses questions, et il en conclut que ce qui s'était passé auparavant devait être à cause de lui. Léon retournait chez lui, espérant que sa mère se sentirait mieux bientôt. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent d'alarme, et avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, il fut pris en embuscade par plusieurs agresseurs. Il fut blessé mais riposta avec acharnement, se demandant avec confusion la raison et la source de cette attaque. Il réalisa qu'il n'avait pas senti ou perçu leur présence juste avant l'attaque et en conclut qu'il s'agissait définitivement d'une chasse organisée. Il regarda autour de lui avec anxiété, essayant de localiser ses ennemis et se demanda qui ils étaient. Il continua à esquiver les coups, mais il fut à nouveau blessé avec une profonde entaille quand un des hommes masqués le frappa par derrière. Léon tomba à genoux, souffrant et se demandant pourquoi. Il pensa que pendant tout ce temps, il avait vécu et s'était caché dans une paix complète. Alors pourquoi le poursuivait-il à nouveau? Il sentait que c'était une grande injustice. Alors qu'un des agresseurs levait son épée pour porter le coup final, les yeux de Léon brillèrent de détermination, décidant de ne plus abandonner. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Telak se moquait d'Herman, le décrivant comme la personne prévisible qui était fatiguée de servir un noble nouveau riche qui avait acheté son poste. Il lui reprocha d'avoir perdu son sang-froid face à une telle opportunité. Telak continua ses insultes, considérant que tous les nobles comme lui étaient pathétiques et que les regards condescendants que Laonia lui avait lancés auparavant n'étaient que de la témérité creuse. Herman pensa en lui-même, disant qu'il pouvait se disputer comme il le souhaitait, mais que les choses ne se passeraient pas comme il le voulait. Laonia leur dit que celui qui verserait du sang à la fin serait le visiteur. Soudain, Herman regarda vers la porte avec surprise. Et à ce moment, Léon fit irruption dans la pièce avec force, tendant la main pour attraper Herman, mais il s'arrêta avant de le toucher. Herman profita de cette occasion et pointa son épée sur lui. Léon para habilement la rapide frappe d'épée d'Herman. Herman exprima son admiration pour le mouvement de Léon, se demandant où il avait appris une telle agilité. Leur affrontement entraîna une puissante vague d'énergie, qui stupéfia Tilok. Tilok pensa en lui-même que l'audace d'Herman était au-delà de la normale et se demanda si Herman cachait sa véritable force. Léon fut également surpris de trouver un maître d'épée dans cet endroit. Herman se tenait debout avec son épée brillante pendant qu'il tenait sa mère, la protégeant des attaques d'Herman, et Léonia cria son nom avec anxiété. Léonia dit à Léon de se calmer, l'assurant qu'il ne pourrait pas lui faire de mal et l'exhorta à se cacher et à sortir de là immédiatement. Mais Herman envoya une puissante décharge d'énergie de son épée vers Léon qui cria de douleur. Herman annonça qu'au prochain tour, il n'y aurait aucune pitié. Mais avant cela, il écouterait toutes les dernières excuses que sa bouche méprisable pourrait prononcer, se demandant comment une simple bête pouvait vaincre un chevalier même s'il n'était qu'un novice. Il se demandait avec étonnement comment cela s'était produit. La scène revient en arrière pendant quelques instants dans la forêt de Byron où le compagnon de l'homme masqué haletait. Il dit que bien qu'il ne soit qu'une petite bête, il n'avait jamais aimé tuer les jeunes. Son compagnon répondit qu'il n'en avait pas l'air. L'homme remarqua que la taille de Léon était légèrement plus petite qu'un ogre adulte. L'homme dit à Léon que la résistance était inutile car il ne pouvait pas changer ce avec quoi il était né, et que la seule raison d'être de la proie était d'être chassé. En un instant, Léon se déplaça avec une vitesse incroyable et esquiva l'attaque de l'homme, qui fut choqué par son mouvement. Léon lança une contre-attaque et blessa gravement l'homme. Son compagnon le regarda avec stupéfaction, se demandant comment Léon avait réussi à prédire ses mouvements avec une telle précision, et l'attaquant blessé se demandait si c'était possible même s'il était une créature entraînée. Plus important encore, c'était illogique car Léon était censé être inconscient et dans un état de rage maintenant. Un autre homme se demanda avec colère si la drogue empoisonnée n'avait pas fonctionné correctement et décida d'achever rapidement Léon avant qu'il ne se rétablisse complètement. Mais Léon l'affronta calmement, révélant qu'il savait que les aiguilles qu'il lui avait lancées étaient empoisonnées et qu'il voulait le transformer en bête pour la chasse. L'homme fut choqué par l'intelligence de Léon et sa capacité à comprendre la situation, ressentant même l'écho de la forêt. Léon leur demanda quel mal il leur avait fait, et si être né ainsi était un péché qui exigeait qu'il accepte volontiers la mort. Puis il leur retourna la question,
se demandant si la bête qu'ils avaient affrontée jusqu'à présent était morte volontairement pour eux, puis les avait attaqués. Léon renversa l'homme qui hurlait de terreur face à ses mouvements fous. Les attaquants réalisèrent que Léon émettait le poison qui s'était répandu dans son corps sous la forme d'une vapeur hallucinogène et l'utilisait contre eux. À ce moment, les rôles étaient inversés, et ils sont devenus la proie. Léon se déplaçait à la vitesse de l'éclair parmi eux, et l'homme était terrifié car il n'avait pas touché un seul cheveu de lui. Réalisant que la fumée qui avait caché leur odeur s'était dissipée, il paniqua. Car si cette situation continuait, Léon se dirigerait sûrement vers le maître Hermann, ce qui ne devrait jamais arriver. Léon se demanda, est-il une bête ou un humain, et est-ce que cela importe vraiment? Puis il se demanda quelle forme il devrait prendre pour pouvoir vivre. Pendant ce temps, Hermann se demandait s'il était temps, mais il décida que cela n'avait pas d'importance et qu'il interrogerait lui-même ses disciples plus tard. Pour sa part, Hermann s'adressa à Léon en lui disant qu'il était juste curieux du point de vue d'une bête pendant un moment, puis lui ordonna froidement de s'assurer qu'il mourrait clairement devant sa mère. Car de cette façon, la princesse abandonnerait facilement. Hermann attaqua, mais Léon lui résista obstinément, affirmant qu'il ne le laisserait jamais faire ce qu'il voulait. Léon para l'attaque d'Hermann tout en protégeant sa mère. Léon répéta son insistance qu'il ne le laisserait pas faire à sa guise. Hermann le regarda avec colère. Alors qu'en arrière-plan, Tiloc maudissait la situation, considérant ce qui se passait comme de la folie et se demandant pourquoi tous ceux qui utilisaient la lame d'Aura avaient des tempéraments aussi vifs. Puis il pensa que les choses se passaient comme prévu. Léon sauta hors de la maison en s'éloignant de l'endroit où se trouvait sa mère afin que rien ne lui arrive s'il se battait de toutes ses forces. Hermann se tenait rassemblant son énergie, et soudain, il sortit une longue lance brillante d'énergie et chargea la lance avec son énergie interne et lança une attaque dévastatrice et la dirigea dans la direction de Léon créant une explosion massive. De loin, le compagnon de l'homme masqué vit l'explosion et cria avec étonnement que c'était le maître Hermann. Il se demanda avec colère si cet ogre avait enfin fini par lui taper sur les nerfs. Il expliqua à son compagnon que d'une manière peu digne d'un maître d'épée, le maître Hermann portait toujours une longue lance pour des raisons pratiques, bien que cette arme soit méprisée pour être utilisée par les agriculteurs. Hermann n'avait pas négligé son pouvoir spécialisé dans la chasse, mais il ne l'utilisait que dans de très rares circonstances, ce qui signifiait que la situation était grave. L'homme cria avec enthousiasme qu'il avait vu l'explosion, et de cette façon, ils ont pu confirmer l'emplacement du maître Hermann et ordonna à son compagnon de se déplacer à la vitesse maximale. Mais l'autre l'avertit que se déplacer rapidement pourrait attirer l'attention des bêtes de la nuit, ce qui les mettrait en grand danger. Le premier répondit avec colère qu'ils avaient déjà laissé l'ogre s'échapper à cause de leur négligence, et que ce qu'ils devraient craindre maintenant était la réprimande de la nuit plus que les bêtes, et qu'il n'y avait pas de temps à hésiter. Ils se précipitèrent rapidement vers l'endroit d'où la lance avait été lancée. Ailleurs, Léon se déplaçait dans la forêt. Il se sentait étourdi et embrumé, peut-être à cause de l'effet du poison. Son corps bougeait tout seul, et il se demanda si c'était la nature qu'il avait héritée de son père, le principe de la chasse. Il sentait que ses sens de chasseur s'étaient aiguisés et que le chasseur poursuivrait toujours sa proie, surtout si elle était humaine. La lance d'Hermann apparut pourchassant Léon. Soudain, il sentit l'explosion massive d'énergie, et la lance se dirigea vers lui à grande vitesse, lui infligeant de graves dommages. Le chef du village parlait aux anciens de Léonia lorsqu'ils remarquèrent une fumée inhabituelle s'élevant en direction de sa maison, et ils se demandèrent si quelque chose s'était passé après une période de calme. L'un d'eux mentionna que Ken les avait avertis que la lignée de Léon allait bientôt causer des problèmes et qu'ils devraient être très prudents. D'autres se demandèrent s'ils pouvaient rester les bras croisés alors que les vies de Léon et Léonia pouvaient être en danger et suggérèrent qu'ils vérifient au moins la situation. Mais le chef du village hésita, disant que Léonia était avec Léon. Et si la question dépassait la capacité de Léon à gérer, il ne serait pas en mesure de faire grand-chose non plus. Alors que le chef se demandait si la sécurité du village était la priorité, l'un des anciens objecta, disant que la sécurité de Laonia pourrait être la plus grande menace pour le village. Il annonça que si la force de défense était incapable, il se déplacerait lui-même. Sur ce, les autres décidèrent de le suivre et partirent vers la source de la fumée. Dans la forêt, une meute de loups suivait l'odeur du sang de Léon après qu'il ait été blessé. Dans la forêt, les compagnons de l'homme masqué se dirigeaient vers l'emplacement d'Hermann. Après que les compagnons de l'homme masqué aient atteint le site, Hermann trouve ses collègues vaincus. Leur chef dit à Hermann qu'ils étaient trop tard et que leur échec était certain. Hermann lui demanda sarcastiquement s'il devait considérer cela comme une insulte. L'homme l'avertit désespérément, lui disant d'être extrêmement prudent et lui expliqua que bien que l'ogre soit une créature intelligente, il suit l'instinct, pas la logique. Hermann leur dit que Léon possède l'intelligence humaine en plus de sa nature innée et qu'il a été maîtrisé en tant qu'humain. L'homme lui dit qu'ils ne sont que des parties aidant le maître Hermann dans son travail. Hermann répondit, bien. Puis leur demanda si, d'un point de vue pratique, il devait épargner leur vie et leur ordonna de lui donner leurs mains qui ne tiennent pas l'épée. Alors qu'il réfléchissait au problème suivant, il remarqua l'arrivée des anciens du village et sourit en disant que l'appât était arrivé juste à temps. L'un des villageois essaya de demander à Hermann pourquoi ils étaient là, mais l'ancien le fit taire.
Quelqu'un demanda au chef du village s'ils étaient capables de vaincre Hermann et ses compagnons. La scène se déplace vers un passé lointain où un vieil homme avertissait son fils que défier le Seigneur ne se termine jamais bien, décrivant sa rébellion comme une crise de colère enfantine. Le fils répondit que les impôts avaient atteint 70% et qu'il mourrait de faim s'il continuait à nourrir les seigneurs. Le père lui demanda si c'était sa seule justification, et le fils répondit que depuis que les filles du fermier avaient été pendues sur la place, tout avait changé. Il rappela à son père que le jour où les plus jeunes filles devaient être emmenées pour servir le Seigneur la nuit, c'était le père lui-même qui avait dit qu'il préférait mourir en fuyant plutôt que de laisser cela arriver. Puis le fils révéla qu'il connaissait les rencontres secrètes de son père avec cette fille et que c'était lui qui l'avait exhorté à fuir. Le père avertit son fils que la haine qui dépasse la justification est plus dangereuse, alors le fils s'excusa auprès de lui. Mais la rébellion contre le seigneur Suarin était beaucoup plus importante que prévu, et le seigneur, qui était resté silencieux jusqu'alors, finit par bouger. La scène revient dans le passé pour révéler les conséquences de cette rébellion. Alors que le seigneur Suarin se déplaçait comme s'il s'attendait pleinement à ce que les choses atteignent ce stade, il répondit d'une manière digne de son statut et de sa dignité. Il réprima la première rébellion à grande échelle dans la région avec une violence extrême, mettant fin à la rébellion dans un échec lamentable sans réaliser de gain ni d'objectif. Le père ne pouvait rien faire d'autre que regarder secrètement le corps de son fils pendre sur la place publique. C'était le maximum qu'il pouvait faire. Cependant, le seigneur, avec une complète indifférence, a maintenu le poste de fonctionnaire des approvisionnements du père intact. Au moment où le père réalisa cela, il décida de fuir Suarin car une horreur qui ne pourrait jamais être oubliée avait pris racine dans cet endroit. Ce profond traumatisme a commencé quand 3 nuits seules ont massacré 400 miliciens sans une égratignure. Nous sommes revenus au présent. Le chef du village était perdu dans ses pensées, se souvenant de ce qui était arrivé à son fils, tandis que les villageois criaient d'anxiété, appelant leur chef. Soudain, un des hommes d'Hermann s'est déplacé rapidement, annonçant que cet homme, un des anciens, disait quelque chose. Et avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il a poignardé l'ancien nommé Den et l'a tué. Le chef a crié le nom de son autre compagnon, Henderson, de terreur. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un autre homme a poignardé Henderson et l'a tué aussi. Hermann s'est adressé calmement au chef, expliquant que ce qui s'était passé n'était pas une chose dont il fallait s'offusquer, mais simplement une exécution légitime. Il ajouta froidement que la politesse devrait précéder la parole avec un chevalier, demandant sarcastiquement si le chef ne le savait pas. Puis il lui a dit que, à titre exceptionnel, il lui donnerait une chance et lui a demandé s'il était sûr qu'il ne voulait pas d'autres exécutions ailleurs. Après que Léon ait été blessé, il tombait du ciel après l'énorme explosion, se demandant si sa naissance de cette façon était une erreur. Devait-il accepter son sort et mourir docilement? Il se demandait quelle forme il devrait prendre. Alors qu'il tombait, une meute de bêtes ressemblant à des loups avec des yeux rouges a commencé à se rassembler en dessous, attirés par lui. Et serait-il autorisé à vivre? On ne sait pas grand-chose sur les ogres malgré leur existence. Les bêtes se rassemblent autour de Léon, blessé. La mère de Léon explique qu'il existe des bêtes que l'on peut considérer comme excessivement rapides ou extrêmement fortes, mais les ogres seuls suivent un chemin complètement différent. Ils insistent pour toujours agir individuellement, mais ils possèdent une puissance unique qui les distingue des autres. Le mystère demeure quant au principe par lequel une telle créature solitaire peut dominer les forêts qu'elle habite. Il n'y a pas de mots pour décrire leur nature, si ce n'est en utilisant des expressions exagérées, car c'est la seule façon qui vient à l'esprit pour les décrire. Pendant ce temps, face aux anciens du village, Ken a vu à travers ses jumelles Hermann s'approcher de lui. Avec le chef du village en otage, Hermann a lancé une attaque puissante et soudaine et a dirigé son attaque de l'aura bleue vers le mur de la forteresse du village, ce qui a entraîné une explosion d'énergie massive qui a causé de grandes destructions. Un des hommes de Ken a crié de choc et lui a dit que les dégâts ne les avaient pas atteints, suggérant qu'il lance une contre-attaque rapide, mais Ken l'a arrêté. Ken réalisa que si Hermann l'avait voulu, il aurait pu tous les éliminer d'un seul coup. Il en conclut que la seule raison pour laquelle il avait délibérément manqué la cible était de les avertir de se rendre parce qu'il avait un otage. Et pour cette raison, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas provoquer sa colère et qu'ils devaient gagner du temps autant que possible. Soudain, Ken regarda le chef du village et le trouva seul, sans aucun compagnon du village avec lui. Ken appela un de ses hommes, Jacques, et lui demanda avec anxiété si le chef du village les avait rencontrés seuls. Jacques répondit que le chef était accompagné de ses gardes personnels. Cette nouvelle inquiéta Ken, qui ordonna immédiatement le retrait du groupe de recherche et de confirmer d'abord l'identité du compagnon du chef, annonçant qu'il se chargerait lui-même de gagner du temps. Ces hommes s'opposèrent à ce qu'il y aille seul, considérant cela comme trop dangereux. Mais Ken insista et donna l'ordre que si les choses tournaient mal, tous les villageois devraient être évacués par un passage souterrain secret car face à de tels ennemis, la vie humaine n'a aucune valeur. Hermann pensait aux paroles du baron qui parlait comme s'il se voyait au-dessus de toutes les contraintes, se demandant entre les lignes. Si tout dans le monde est soumis à sa volonté, où ces limites peuvent-elles même exister? Et quelle est la valeur du processus aux yeux des autres si le résultat est garanti comme il le souhaite? Il lui dit sarcastiquement,
se demandant si quelqu'un croyait vraiment que son ascension du bas vers le haut s'était produite uniquement grâce à sa propre volonté. Le baron expliqua à Hermann qu'il ne voulait pas que ses paroles ressemblent à une dérogation à ses expériences ou à ses souffrances. Le baron souligna que la logique dicte que l'existence d'une personne avec des attributs de guidance doit être prise en compte comme si c'était une condition qui ne pouvait être ignorée. Et qu'une fois que l'on accepte que ce n'est pas quelque chose qu'une seule personne peut faire seule, l'attention se déplace vers ce qui est réel et pratique. À ce moment, de loin, Léon jurait qu'il ne laisserait pas les choses se dérouler comme son adversaire le souhaitait. Ken s'avança pour affronter Hermann, disant qu'un noble chevalier comme lui ne comprendrait jamais leur manière et qu'il leur montrerait comment ils communiquent dans cet endroit, considérant que ce serait son salut à lui. Hermann réalisa immédiatement que Ken essayait de gagner du temps. Il lui demanda sarcastiquement s'il pensait vraiment que les choses se dérouleraient comme il le souhaitait, puis lança une attaque violente qui renversa Ken au sol, ce qui amena un des anciens à crier son nom de terreur. Le chef du village supplia Hermann de ne punir que lui et d'en finir, affirmant que les autres ne savaient rien. Il ajouta qu'il lui suffisait d'être l'appât, le suppliant de laisser les autres tranquilles. Mais Hermann, sa patience épuisée, cria « Assez !» puis lança une attaque violente et acheva les anciens restants avec ses puissants coups d'épée. Ken apparut allongé sur le sol au milieu du champ de bataille. Hermann regarda Ken, qui apparut dans un état misérable comme s'il se tenait sur la ligne entre la vie et la mort. Réalisant que la bataille n'était pas encore terminée, Hermann annonça avec un sourire arrogant que ce n'était que le début et que la chasse ne faisait que commencer. Il ordonna à ses hommes de couvrir cette forêt sale avec l'odeur du sang, puis ils se précipitèrent tous pour attaquer Léon. Le combat commença, mais Hermann rit sarcastiquement, critiquant Léon pour avoir été si précipité qu'il avait abandonné sa mère. Puis il l'engagea directement. Hermann pointa son épée directement sur Léon, chargé de l'énergie de l'épée qui coulait le long de son tranchant pour augmenter sa puissance et la force de sa poussée, déchaînant un tourbillon de son énergie d'épée dévastatrice. Hermann remarqua l'étrange mouvement de Léon et se moqua de lui pour avoir osé lui résister considérant que c'était tout ce qu'il avait. Il lui cria qu'il n'était pas différent des autres, puis lui asséna un coup puissant exprimant sa déception. Mais dans son moment d'arrogance, Hermann fut soudainement attaqué par des bêtes ressemblant à des loups qui l'attaquèrent de tous les côtés. Hermann fut choqué par l'attaque inattendue, et les bêtes le blessèrent gravement. Le compagnon d'Hermann crachait beaucoup de sang affecté par ses profondes blessures tandis que son état empirait à chaque respiration. Il maudit la situation, admettant qu'il avait baissé sa garde un instant. La poussière et la vapeur recouvraient la zone obstruant sa vision. Il réalisa que la vapeur qui s'élevait des blessures de la bête était mélangée à une sorte de drogue et en conclut que tout cela n'était qu'un piège de chasse bien tendu. À travers la vapeur, une énorme bête aux yeux rouges brillants apparut. C'était un charognard. Et à ce moment, Léon apparut derrière lui pour continuer le combat. Le combat continua alors que le compagnon d'Hermann pensait avec colère que c'était le même schéma que Léon avait utilisé pour le manipuler dans la forêt. Il se demanda s'il l'avait traîné jusqu'ici juste pour se moquer de lui encore une fois. Sa résistance ne dura pas longtemps alors que Léon se jeta sur lui avec l'aide des bêtes carognardes, et elles lui infligèrent des blessures mortelles. Léon l'attrapa et l'épingla au sol avec force. L'homme tomba au sol en saignant et demanda à Léon en désespoir de cause pourquoi il avait fait ça. L'homme ajouta que s'il prévoyait de le laisser à moitié mort comme ça, il aurait mieux fait de le tuer la dernière fois. Léon sembla répondre par un rugissement, alors l'homme en conclut que c'était la preuve que Léon voulait lui montrer davantage de sa puissance. Il réalisa dans ces derniers instants que Léon n'était pas comme les autres bêtes qu'il avait combattues, mais qu'il était complètement différent de fond en comble. À ce moment, Hermann intervint dans la bataille et lança une attaque de grande envergure, blessant son compagnon qui était retenu par Léon et engagea Léon dans un combat acharné. Léon se jeta sur Hermann à toute vitesse. Hermann réussit à renverser Léon au sol, puis se tint au-dessus de lui, se moquant de lui, le traitant de bête hybride. Il se demanda s'il connaissait le sens d'être un chevalier et jura qu'il lui enseignerait lui-même cette leçon douloureuse et à son propre niveau. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Tiloc parlait à Laonia. Tiloc pensa que la bête qui avait pleuré juste à la pensée de sa mère s'était enfuie sans se retourner et en conclut que ça devait être quelque chose que sa femme l'avait supplié de suivre. Il supposa qu'elle avait peur d'être laissée seule avec lui, mais Laonia répondit qu'il était naturel pour une mère de s'inquiéter pour son enfant. Elle lui demanda alors ce qu'elle devait faire pour calmer sa colère envers son fils. Tiache se moqua de sa situation, la traitant de pathétique. Il lui rappela qu'elle était autrefois la noble fille d'un grand royaume, vivant dans le luxe, et se demanda comment elle était tombée à ce niveau. Il lui a dit que le temps était compté et qu'il n'entrerait pas dans les détails. Il a ensuite révélé que sa rancune n'était pas seulement à cause de son fils bestial, mais aussi à cause de sa fierté qu'elle n'avait pas abandonné même dans une telle situation. Et la façon dont elle l'avait regardé avec dédain comme s'il n'était qu'une mauvaise herbe, il a déclaré qu'il ne gagnerait pas confiance tant qu'il n'aurait pas impitoyablement brisé cette fierté. Et à ce moment, une mystérieuse lueur verte a éclaté. Soudain, une mystérieuse lueur verte a éclaté derrière la mère de Léon, et un guerrier est apparu attaquant Tiloc par surprise. Hermann a crié de choc, se demandant ce qui s'était passé et l'appelant par son vrai nom, Bansalo. Dehors,
Une bataille acharnée faisait rage entre Léon et Herman alors qu'ils s'affrontaient dans une lutte violente parsemée d'éclairs d'énergie bleue. Herman se demandait combien de temps Léon prévoyait de simplement s'enfuir. Léon a chargé de toutes ses forces, utilisant son épaule comme un bélier humain et s'est précipité pour entrer en collision avec Herman lors d'une attaque surprise. Herman a bloqué la charge de Léon avec son épée, mais la force du coup était si immense qu'elle l'a repoussé, traînant les pieds sur le sol. Et Herman a commencé à penser que cette lutte entre la chasse et la prédation ne finirait jamais si l'un d'eux ne pouvait pas régler le problème. Herman remarqua qu'il y avait une étrange puissance qui s'échappait de Léon, une puissance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il ricana à l'idée qu'un humble hybride comme Léon puisse devenir le roi de la forêt en si peu de temps. Il continua son sarcasme, considérant ce qu'il voyait de Léon comme risible et se demandant si c'était tout ce qu'il pouvait montrer. Une énorme bête apparut derrière Herman et tenta de lui sauter dessus par derrière, mais Herman surprit son mouvement au dernier moment, alors il se tourna rapidement et esquiva l'attaque. Herman réussit à porter un coup puissant qui coupa la main de la bête. Herman ne donna pas une seconde chance à la bête, alors il se jeta sur elle en utilisant l'une de ses compétences de combat. À chaque coup de son épée, le souffle de la bête se fit plus court jusqu'à ce qu'il porte le coup final qui l'a mis en pièces, et ses restes furent dispersés sur le sol. Herman resta debout, haletant, essayant de reprendre son souffle tandis que des gouttes du sang de la bête tombaient sur lui d'en haut comme une pluie sombre. Léon demanda avec étonnement comment Herman pouvait être un chevalier, et ce dernier sourit sarcastiquement et répondit par une contre-question, se demandant ce que Léon pensait à l'origine de lui. Léon fit remarquer que c'était à prévoir de la part d'un chevalier car il était complètement différent des soldats ordinaires. Herman avait réussi à éviter le piège qu'il lui avait tendu même dans cet état. Herman entra dans une rage folle, traitant Léon d'hybride sans valeur et jurant de lui faire payer d'avoir osé lui répondre. Léon se moqua de lui, disant qu'en tant que chevalier, il ne pouvait même pas cibler ses points faibles. Lui qui n'était qu'une marionnette de Travinia. Herman lui dit avec colère qu'il oubliait sa place. Herman lança son épée vers Léon, chargé d'une énergie interne rugissante qui propulsa la lame pour lui sauter dessus à la vitesse de l'éclair. La situation ne donna à Léon aucune chance de manœuvrer, alors il reçut la poussée de l'épée avec son épaule directement dans une tentative désespérée de bloquer le coup. Herman lui dit qu'il lui apprendrait lui-même ce que cela signifiait, mais Léon réussit à éviter son attaque, et l'un des loups apparut et mordit la main d'Herman. Léon profita de cette occasion, portant un coup écrasant qui envoya Herman voler. Après la fin de la bataille, le chef du village se tenait au milieu de la destruction, tenant l'un de ses compagnons tombé. Et regardant la scène en silence et avec une profonde tristesse, Léon tient Herman vaincu par le coup. Herman se souvient avec colère d'avoir traité Léon de racaille de Travinia et d'esclave des Uruks et d'avoir exprimé son dégoût que des gens comme lui soient ceux qui avaient conduit les chevaliers du continent dans cet état misérable. Léon répond, s'interrogeant sur l'utilité de ces menaces, affirmant qu'il a déjà surmonté la signification du mot chevalier et qu'il peut le faire encore et encore. Herman suppose que l'attachement de Léon à ce titre signifie qu'il est lui-même de Travinia, ce à quoi Léon répond qu'il n'a jamais voulu que les choses en arrivent là. Herman hurle de colère à propos de la quantité de souffrance qu'il a endurée pour atteindre sa position et porte un coup de poing qui l'achève pour de bon. Léon se tient seul au milieu de la destruction après avoir tué Herman. Léonia sort de sa maison après la fin de la bataille. Léonia cherchait Léon. Léon apparaît derrière la maison, étant revenu après un combat même si elle lui avait dit de fuir. Il justifia son action en disant qu'il ne pouvait pas partir parce que les ennemis prévoyaient d'utiliser les villageois comme appât. Léonia le blâma, lui rappelant qu'il aurait pu mourir et lui demanda s'il était prêt à sacrifier sa vie pour un village qu'il avait renié auparavant. Léon insista sur le fait que c'était de bonnes personnes qui les avaient abrités et qu'elles étaient juste faibles et effrayées. Mais elle l'a averti que ce n'était pas une raison de mourir pour eux, et qu'à cause de ce qui s'était passé, ils essaieraient de les abandonner à nouveau, ce qui le choque. Léon réalisa que ce n'était pas une possibilité improbable et que ses paroles pouvaient être vraies et qu'il devait agir comme elle le disait pour se protéger dans ce monde. Léon demande à Léonia comment elle va et ce qui est arrivé à Téloc. Elle a dit à Léon que Téloc était simplement parti lorsque le chevalier n'était pas revenu. Léonia remarque son état misérable et lui dit de se reposer maintenant et qu'ils nettoieront plus tard. Léon est d'accord et lui dit qu'il préparera également un endroit pour qu'elle se repose, mais il s'arrête et lui dit la vérité. Il s'est battu parce qu'il pensait que c'était la seule façon de continuer à vivre avec elle et la supplier de ne plus jamais lui demander de s'enfuir. Plus tard dans la nuit, Léonia était assise à le regarder pendant qu'il dormait et regardait le pendentif vert brillant autour de son cou. Pendant ce temps, les villageois se sont rassemblés autour d'un grand feu dans le village. Et dans la salle du village, le chef était assis seul, inquiet. Il se souvint de sa conversation avec Ken, qui lui avait dit qu'il ne le tenait pas responsable de la mort de son fils, Daryl, à cause de Léon. Mais Ken lui a demandé s'il pouvait garantir qu'une telle tragédie ne se reproduirait pas, lui rappelant à quel point il était dangereux pour un chevalier de se souvenir d'eux dans ce monde. Le chef du village est assis dans la salle du village, inquiet, et soudain une forte lumière verte apparaît devant lui. Un immense homme en armure se matérialise à partir de la lumière, et le chef réalise que les problèmes ont déjà commencé.
Le chef appelle l'homme en armure par le nom de Kaslen, s'émerveillant de son utilisation du pouvoir de Bansalo, et lui demande s'il a tout regardé tout ce temps. Kaslen confirme qu'il a dit au chef qu'un tel jour viendrait. Il expliqua que bien qu'ils aient traversé de nombreux dangers au cours des 14 dernières années, cette situation était différente. Il insista sur le fait que tant que Léon était lié à un chevalier, les princesses, la sécurité de Léonia n'était plus garantie. Le chef se demanda si le problème était à cause de témoins, en particulier le mercenaire à la barbe épaisse, Tilok. Kaslen le rassura en lui disant que des mesures avaient déjà été prises pour le faire taire et qu'il s'était occupé de l'affaire de son côté. Le chef réalisa avec un choc que cela signifiait que Kaslen avait déjà contacté Léonia. Kaslen resta silencieux pendant quelques instants pendant que Léon dormait dans sa chambre. Puis il demanda au chef sa décision. La scène se déplace vers Léonia écrivant une lettre à côté du pendentif de son fils endormi pendant que des larmes coulaient silencieusement de ses yeux. La scène se déplace vers le front d'Arnia, une position avancée fortifiée avec des tentes de soldats et des bâtiments en pierre. Le chef du village arrive sur son cheval. Il a été reçu par Kinked, identifié comme le chef des mercenaires Kinked. Kinked réfléchissait à la situation, se rappelant comment un chevalier de Penslow avait soudainement fait irruption chez lui, l'informant que le chef d'un village isolé détruit et brûlé allait lui rendre visite. Kinked regarde le chef du village et commente que les chevaliers apparaissent partout et que les chevaliers des grands royaumes sont tous excentriques. Kinked s'approche ensuite du chef du village, suggérant que, lui et le chef, pourraient être dans le même bateau. Tous deux sont redevables aux chevaliers et tous deux sont pris dans leur machination. Après cela, Kinked donne ses ordres au chef du village, exigeant d'être guidé vers l'endroit où se trouve l'ogre parlant. Pendant ce temps, dans un autre endroit près du village, Léon était dans la forêt. Il pensait qu'une demi-année s'était écoulée depuis que lui et sa mère avaient complètement coupé les ponts avec le village. Léon se demandait si c'était la bonne chose à faire, surtout avec les maisons détruites par l'incident récent et la santé déclinante de sa mère, sa faiblesse étant devenue très visible. Léon se demandait ce qu'il devait faire, ce qui arriverait si l'hiver arrivait alors qu'ils étaient dans cet état, et ce que pensait sa mère. Mais il a rapidement chassé ses pensées et a décidé qu'il devait se dépêcher de ramasser du bois de chauffage. De retour dans la forêt, Kinked apparaît portant un casque et une armure. Soudain, il est attaqué par un troll. Kinked engage une bataille acharnée avec la bête, chargeant sans crainte vers le troll et lui assénant des coups mortels. Le jetant au sol, Kinked se tient au-dessus du cadavre du troll, se demandant sarcastiquement si c'est tout ce que le soi-disant roi de la forêt a à offrir. Le chef du village et un chevalier observaient la scène de près. Kinked s'adressa au chef du village, lui demandant s'il était sûr de ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Kinked a souligné que pour une bête qui est censée contrôler d'autres animaux et avoir anéanti les chevaliers assermentés, lui, Léon, ne semble pas si dangereux. Kinked se demandait si l'ogre, Léon, était indulgent avec eux. Le chef du village a répondu que la raison pourrait être lui personnellement, expliquant que si c'est Léon, alors il est définitivement. Il n'a pas terminé sa phrase. Mais il a ajouté qu'ils n'ont pas été en contact depuis un certain temps, donc il n'est pas sûr. En entendant ce dialogue, Kinked s'est tourné vers le chef du village et lui a demandé s'il devait comprendre de ces mots qu'il l'avait abandonné. Soudain, on entendit la voix de Léon confirmant qu'il n'était pas indulgent avec eux, mais que ce qu'il avait fait n'était qu'un avertissement. Léon a continué, s'excusant pour sa gestion immature du troll et affirmant qu'il n'avait pas l'intention de nuire à qui que ce soit. Léon continue de parler, leur demandant de retourner d'où ils viennent maintenant, expliquant que lui et sa mère n'interagiront avec personne pour le moment. Puis le chevalier masqué, Kinked, s'adressa à lui, l'appelant l'ogre parlant. Il lui a dit qu'il avait mal compris la situation et lui a demandé si Léon pensait qu'il était venu ici pour négocier. Le chevalier a expliqué qu'il était venu le tenir responsable de ses méfaits, pas pour le flatter. Il a ensuite menacé que s'il ne se conformait pas volontairement, il n'aurait pas d'autre choix que d'aller voir sa mère. Cette menace a rendu Léon furieux, et il a chargé sur lui, attaquant Kinked avec force. Le chef du village a crié, essayant d'arrêter Léon, lui demandant de s'arrêter et lui disant que ces gens en ce moment précis. Léon l'interrompt et commence à lui raconter les conséquences de ce qui s'est passé auparavant. Daryl et beaucoup d'autres sont morts, et Ken Aguzi a été gravement blessé. Sur le souhait du chef du village, qui craignait les conséquences, Léon et sa mère, ont décidé de s'isoler de la société humaine. Léon croyait que tout ce qui s'était passé était à cause de lui, alors il a obéi docilement. Bien qu'il pensait qu'il suffisait qu'il parte seul, sa mère a choisi de le rejoindre, renonçant à sa sécurité personnelle pour l'accompagner. Pour cette raison, Léon a conclu que sa mère est sa priorité absolue plus que toute autre chose. Mais il se demandait comment le chef du village, connaissant tout cela, pouvait faire ce qu'il a fait. Soudain, une épée a volé dans les airs vers Léon, qui a été surpris par l'attaque et a réussi à la parer facilement. Le chevalier masqué, Kinked, a commenté que l'attaque n'était pas censée tuer, mais si elle l'avait touché correctement, il aurait été au moins à moitié paralysé. Le chevalier a ajouté que Léon vaut une fortune et qu'il a déjà récupéré le coût de son équipement. Le chevalier s'est ensuite adressé à l'ogre parlant, lui demandant d'écouter aussi longtemps qu'il pouvait communiquer.
Il lui a demandé s'il connaissait un homme du nom de Tiloc, ce qui a surpris Léon. Le chevalier a expliqué que Tiloc faisait partie de son escouade de mercenaires et s'était porté volontaire pour rejoindre les chevaliers assermentés dans leur chasse. Mais le problème est qu'ils ont trouvé Tiloc tué, non pas par un assermenté, mais par un autre chevalier. Le chevalier a ajouté que devant l'endroit où Tiloc est tombé, un rapport indiquait que la mère de Léon était là. Par conséquent, le chevalier a demandé à Léon de lui répondre. Et si sa mère lui avait raconté ce qui s'était passé ce jour-là, y compris l'histoire du nouveau chevalier, le chevalier se demandait pourquoi elle le lui cacherait si elle l'avait fait. La scène se déplace sur Lyonia, la mère de Léon, assise seule écrivant une lettre à la lueur d'une bougie. Elle avait l'air peinée et triste, se souvenant de sa rencontre avec le chevalier masqué, Kislan, avant qu'un regard de détermination n'apparaisse sur son visage. Par une nuit noire à l'extérieur de la hutte, Léon et Quinquette se dirigeaient vers la hutte où se trouvait la mère de Léon. Soudain, il fut surpris de voir sa mère, Lyonia, s'approcher, portant un manteau. Léon se précipita vers elle, l'avertissant qu'il est dangereux d'être dehors à une heure pareille, mais Lyonia lui ordonna de s'arrêter, ce qui le surprit à nouveau. Le chevalier masqué, Quinquette, s'adressa à Léon, soulignant que si ce que le chevalier avait dit était vrai, c'était la chose la plus étrange dite en sa présence. Le chevalier a commenté que cette chose semble capable de même surpasser la force d'un demi-ogre. Quinquette a continué, mentionnant que la princesse de Pancelot a été déclarée morte il y a longtemps. Mais selon de récents murmures secrets, ici, Lyonia a parlé, confirmant qu'elle était, bien sûr, vivante et dans cette condition aussi. Elle a ajouté qu'elle connaissait déjà la source de ces rumeurs et qu'elle savait aussi qu'ils se rencontreraient ainsi tôt ou tard. Léon fut profondément choqué et cria, « Mère, », demandant ce que signifiaient les rumeurs. Quinquette rit, se moquant des petits trucs rusés des chevaliers. Il a dit qu'il ne demanderait pas comment les choses en étaient arrivées là. Le chevalier a continué que puisqu'il avait lui aussi été victime de leur machination, il n'avait pas d'autre choix que de faire son devoir. Léon explosa de colère, criant à sa mère d'attendre. Il l'a confrontée au fait qu'elle ne lui avait rien dit, ni sur la mort de Tiloc, ni sur le fait d'être une princesse. Il lui a désespérément demandé pourquoi elle le lui avait caché, surtout qu'elle n'avait plus que lui. Lyonia lui a demandé de se calmer, mais Léon a crié, demandant comment il pouvait se calmer. Il se demandait si toutes ces souffrances silencieuses tout ce temps étaient à cause de ce mensonge. Quinquette est intervenu pour clarifier la situation. Il a déclaré que ce jour-là, la personne qui avait fait irruption, Tiloc, a été retrouvée morte d'un coup d'épée de chevalier. Quinquette a confirmé que le tueur n'était pas le chevalier tué par Hermann, mais un autre, concluant qu'aucun chevalier extérieur n'aurait pu intervenir. Il en a déduit que le tueur devait être un chevalier lié à elle. Léon se souvenait que lorsqu'il était revenu à la maison détruite, il avait senti une présence étrange et inconnue. Léon a avoué qu'il ne comprenait plus rien et se demandait combien de temps il devait continuer à ne rien savoir. Lyonia se tenait à l'entrée de la cabane et appela Léon. Léon se tourna vers elle, et sa mère lui demanda ce qu'il en était du devoir, de l'invité, dont Quinquette avait parlé. Léon répondit, expliquant ce qui s'était passé entre lui et Quinquette plus tôt, que le chevalier lui avait dit qu'il devait prendre ses responsabilités. Puisqu'il a causé la perte d'un mercenaire, il doit en payer le prix. Lyonia lui demanda ce que le chevalier demandait en retour. Léon répondit que le chevalier lui avait ordonné de prendre la place du mercenaire mort et qu'il devait compenser la valeur d'un homme. Lyonia doutait de l'équité de cela. Elle demanda à Léon s'il pensait que c'était un prix juste. Elle affirma que cet homme, Tiloc, avait bêtement essayé de menacer une mère estropiée, elle, et en avait payé le prix. Lyonia a vu que, sur cette base, Léon avait une bonne raison de refuser cette demande. Elle se demandait si Léon n'avait pas envisagé de résister par la force si nécessaire. À ce moment, le chef du village se précipita en avant, suppliant Lyonia de ne pas aggraver la situation. Le chef essaya de la persuader, expliquant que Quinquette est sensible à la perte de ses hommes et que mettre Léon sur le champ de bataille serait plus sûr que de placer un soldat conscrit. Le chef ajouta qu'elle, Lyonia, pouvait également retourner sous la protection du village, demandant incrédule s'il pouvait continuer à vivre ainsi pour toujours. Lyonia interrompit le chef du village, lui disant de ne pas s'inquiéter pour sa sécurité. Elle expliqua qu'elle comprenait le désir du chef du village de protéger sa maison, mais qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle non plus. Elle affirma que ce qui comptait vraiment était la décision de son fils, puis elle se tourna vers Léon et lui demanda ce qu'il voulait faire. Léon avait l'air peiné et hésitant, incapable de prononcer plus que « je ». 5 jours plus tard, la scène se déplace vers les montagnes rocheuses de Trevigna, une zone de ruines détruite. Quinquette portant une cape marchait, suivi de Léon, qui portait également une cape. Quinquette annonça leur arrivée. Il expliqua à Léon que bien que l'endroit ressemble à des ruines de l'extérieur, le chevalier de Pancelot qui protégeait sa mère avait jeté un sort de téléportation instantané ici. Quinquette lui dit que ce sort l'enverrait directement au front d'Arnia, et qu'à partir du moment où il arriverait, il serait considéré comme un mercenaire. Quinquette ajouta que compte tenu de l'apparence de Léon, il le traiterait probablement de toute façon comme un suspect. Il lui indiqua qu'une fois qu'il aurait montré la marque de Quinquette, le commandant qu'il avait mentionné viendrait le trouver, et que lui, Léon,
le connaissait peut-être déjà. Léon remercia Quinquette pour tout, puis lui demanda s'il ne l'accompagnerait pas. Quinquette rit, demandant sarcastiquement si Léon se souciait des autres alors qu'il était sur le point d'être éloigné de sa famille. Quinquette ajouta qu'il commençait à bien aimer Léon. Il expliqua qu'il allait rencontrer le chevalier de Penslow pour être payé pour avoir amené Léon en toute sécurité, car c'est la façon des mercenaires. Quinquette dit qu'il se reverrait bientôt, mais il voulait lui demander une chose car il pourrait ne plus y avoir de moment comme celui-ci. Quinquette lui demanda pourquoi il ne l'avait pas tué d'un seul coup alors qu'il aurait pu le faire et pourquoi il s'était laissé emmener si calmement au point de tourner le dos à sa mère. Léon resta silencieux un instant en réfléchissant, puis répondit qu'il ne savait pas. La seule chose était que sa mère n'avait jamais voulu qu'il devienne un monstre. Léon ajouta que même s'il ressemble à ça maintenant, s'il peut surmonter son destin à la fin, Léon se souvient qu'avant de partir, il a laissé sa mère au village et continue que peut-être il pourra se tenir fièrement à ses côtés à nouveau. Quinquette commenta que c'était merveilleux. Il exprima sa surprise que Léon ait encore cette attitude même après avoir vu des champs de bataille où les hommes se transforment en bêtes. Quinquette accepta cela en disant « Très bien », et pointa les ruines, disant à Léon que le sort de téléportation est près du mât et qu'il était temps de bouger. Léon fut immédiatement transporté au front d'Arnia, le camp de mercenaires de Quinquette. Léon, portant sa cape, apparut au milieu du camp, provoquant le chaos parmi les mercenaires. Quelqu'un cria qu'il y avait une sorte d'ogre près des baraquements. Un autre appela Bixter, lui disant que quelqu'un le cherchait. La scène se déplace vers la forge régionale dans le secteur de la compagnie Quinquette. Le forgeron se tenait là, marmonnant à lui-même à propos de Tiloc, ce bâtard, disant qu'il savait que les choses en arriveraient là. Alors qu'il travaillait en arrière-plan, le forgeron dit que Tiloc comptait sur des armes courtes et rapides pour le combat très rapproché, mais il négligeait son armure et s'attirait le danger. Bien qu'il ne voulait certainement pas mourir au hasard, il se souciait de son casque. Le forgeron continua à parler à Bixter en disant qu'on peut connaître un homme à son équipement, puis tourna son regard vers Léon. Bixter répondit, expliquant que Léon n'a pas encore choisi d'arme principale, il a donc besoin d'un équipement de protection d'abord. Bixter ajouta que le budget n'est pas un problème, il n'y a donc pas besoin de s'inquiéter du coût et lui demanda de faire de son mieux. Le forgeron y réfléchit, convaincu que bien que l'argent soit important pour l'équipement, les besoins de l'utilisateur sont ceux qui comptent le plus. Il demanda ensuite à Léon de parler franchement et de lui dire quel type d'armure il voulait, mais Léon resta silencieux. Bixter se demanda si Léon avait même besoin d'une armure. À ce moment, Bixter se souvint de son combat précédent avec Léon et de la façon dont il avait évité les points vitaux et n'avait délivré qu'une contre-attaque superficielle. Il s'expliqua qu'il n'avait pas ignoré les particularités d'un ogre, mais il se souvenait aussi de son incroyable capacité de guérison qui permet aux blessures de guérir facilement. Bixter conclut que comme c'est une période de guerre, l'unité doit avoir l'air correct, et on ne peut pas y échapper. Mais il réalisa aussi que dans un endroit comme celui-ci, il ne pouvait pas s'attendre à une armure capable de dévier la lame d'un chevalier. Le forgeron remarqua l'hésitation de Léon et lui demanda s'il ne pouvait pas se décider maintenant, lui offrant de lui donner un jour pour réfléchir. Mais Léon intervint, disant non, et expliqua qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'il voulait. Léon ajouta qu'il voulait, autant que possible, ne pas se faire remarquer ou attirer l'attention. Le forgeron avait l'air confus. Plus tard dans la nuit, Bixter commença à raconter son histoire à Léon. Il mentionna qu'il y a 10 ans, lorsque le royaume de Bardia est tombé, Arnia, ici, a également été envahi par Albrun. À cette époque, il a été enrôlé comme paysan et jeté dans la bataille. Il a servi pendant 2 années complètes de la bataille de Sistine à l'assaut final de la forteresse. Bixter ajouta que Tiloc était maintenant mort et que lui, Bixter, était le seul qui ait survécu et qui respire encore parmi ces hommes. Léon, portant maintenant un casque, regarda Bixter et s'excusa hésitant. Bixter répondit, l'avertissant de ne pas s'emballer. Il expliqua que la guerre, par nature, est un endroit où la vie ne tient qu'à une seule victoire ou défaite. Bixter se souvint qu'il n'y a pas si longtemps, il, qui ne désirait que la guerre, avait goûté à une terreur impénétrable. Il nota que même Tiloc, qui s'accrochait obstinément à la vie, commença à changer à la fin. Bixter dit que ce changement a peut-être précipité sa fin, et que l'obsession dans la guerre se termine souvent ainsi. Il se tourna ensuite vers Léon, l'avertissant qu'il ne devait pas non plus tomber dans l'obsession, surtout quand il y a quelque chose qu'il doit absolument obtenir ici. Bixter dit à Léon de rester dans le camp cette nuit-là. Il expliqua que jusqu'à ce que sa position soit déterminée, il se mêlera aux soldats réguliers. Il l'informa qu'il réévaluerait sa situation après un entraînement simple avec quelqu'un nommé Dernef à partir de demain. Soudain, quelqu'un attaqua Léon par surprise en utilisant une arme semblable à un fouet. Cependant, Léon bloqua l'attaque à main nue. Le fouet s'est enroulé autour de son poignet, et Léon a retourné la situation à son avantage en utilisant son immense force pour attirer son adversaire vers lui. Le fouet n'a pas pu résister à la traction des 2 côtés et s'est cassé instantanément. L'attaquant a alors murmuré avec étonnement, notant que Léon possède une vitesse comme le fouet lui-même et une force formidable. À ce moment-là, une femme en armure ornée est apparue, identifiée plus tard comme étant Rosemary.
Elle s'est adressée à Bixter en lui demandant comment Quinqued avait réussi à obtenir un monstre comme Léon et s'il essayait de surpasser son Minotaure. Bixter a répondu avec colère, criant à Rosemary que Léon n'est pas une marchandise et qu'il est sous un décret royal avec une commission directe de la couronne. Rosemary a ri hystériquement, se moquant de l'idée d'un décret et d'une commission, et a demandé sarcastiquement s'il existait maintenant une loi qui s'appliquait aux non-humains. Elle a dit qu'elle ne savait pas quel genre de lien Quinqued attendait de son nouvel animal de compagnie, mais elle l'a averti que s'il l'élevait de cette façon, il finirait par être mangé. Bixter a crié à nouveau, lui disant de faire attention à ses mots et lui a révélé que Léon parle la langue humaine. Rosemary était choquée. Elle a commenté qu'une communication appropriée chez un être hybride est vraiment incroyable, décrivant Léon comme un spécimen vraiment rare, ce qui a incité Bixter à crier à nouveau son nom de colère. Rosemary s'est approchée de Léon et s'est adressée à lui, « Bonjour, monstre », et a dit que puisque sa bouche peut parler, il devrait lui dire comment il est né et si l'art noir était impliqué. Elle a ajouté que s'il savait seulement comment en faire d'autres comme lui, les unités d'armes hybrides de Halbrun ne seraient que de la chair à canon. Bixter a commenté que la femme est devenue folle et a conseillé à Léon de l'ignorer et de ne pas répondre, pensant que ce serait mieux ainsi. Mais Léon a parlé, demandant directement à Rosemary si elle le convoitait. Rosemary a souri, et Léon lui a dit que si c'était le cas, il proposait une compétition avec lui-même, bien sûr, étant l'enjeu. Il lui a dit que si elle avait quelque chose dont elle était fière, elle devrait l'affronter avec son plus fort. Si elle gagne, il lui donnera tout ce qu'il peut. Mais si elle perd, elle paiera un lourd tribut. 3 jours plus tard, dans la grande arène du front d'Arnia, une grande foule de mercenaires se rassemblait. Un homme barbu riait, commentant le chaos qui s'était produit en seulement 3 jours. Il se demandait comment un événement qui n'était pas un duel de chevaliers pouvait susciter autant d'enthousiasme, dépassant celui du champ de bataille lui-même. Il pensait que la guerre ennuyeuse avait fait perdre la tête à tout le monde, les traitant de pathétiques et se demandant combien d'argent ils avaient parié. Un autre homme s'est approché de l'homme barbu, et l'homme barbu lui a demandé sur qui il avait parié, ce qui a surpris l'autre homme. L'homme barbu a expliqué qu'il l'observait et qu'il avait remarqué qu'il ne semblait pas impliqué dans les fluctuations des paris comme les autres sauvages. Il a demandé à l'autre homme ce qu'il pouvait faire d'autre dans les tribunes à part parier, c'est pourquoi il lui a posé des questions sur les affaires pour lesquelles il était venu ici. Il lui a ensuite demandé s'il était un subordonné de Quinqued ou de Rosemary, et sinon, il lui a demandé s'il était un espion d'un État ennemi. L'autre homme l'a regardé en silence, puis lui a demandé de se calmer, disant que c'était top secret, et qu'il devrait baisser la voix. Il a ensuite admis, en plaisantant apparemment, qu'il était un escroc envoyé par Rosemary. Il a expliqué que c'était considéré comme le premier combat en direct pour leur camp, donc c'était une situation critique, les obligeant à écouter l'opinion publique autant qu'ils se soucient de leurs compétences. L'homme barbu a conclu de ces mots qu'il ne se souciait pas du match. L'autre homme a confirmé cela, ajoutant que bien qu'il soit impossible pour leur Minotaure de perdre, ils sont dans une position où ils doivent tourner l'opposition humaine en leur faveur. Il a ensuite révélé que puisque l'ogre adverse, Léon, peut communiquer, il l'avait déjà soudoyé. L'homme dans les tribunes a continué à parler à l'homme barbu. L'homme barbu a conclu que si c'était comme il l'avait dit, alors l'issue de ce match était déjà décidée. À ce moment-là, la voix d'un annonceur a résonné, exigeant l'attention de tout le monde, annonçant l'entrée des combattants représentant chaque compagnie de mercenaires. Les portes de l'arène se sont ouvertes, et le premier combattant est apparu, un minotaure massif et d'apparence effrayante émergeant de l'obscurité. En revanche, dans une salle d'attente sombre, Léon était assis tranquillement, portant son casque et sa cape et tenant sa lance. La scène revient un peu au terrain d'entraînement. Bixter parlait à Dinoff, un homme aux cheveux blonds, l'instructeur de lance, tandis que Léon se tenait à côté d'eux. Dinoff a commenté qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle, Rosemary, soit aussi imprudente. Il a ajouté que Rosemary en veut à cause de l'incident précédent du corps de mercenaires, faisant référence à la mort de Tiloc, et qu'elle était tombée dans le piège en acceptant ce défi. Mais il a noté que de son point de vue, elle a l'impression d'avoir attrapé un prix précieux. Danoff a demandé à Bixter si leur contre-plan était juste du bachotage, un entraînement intensif de dernière minute, tandis que Léon le regardait en silence. Bixter s'est excusé auprès de Dinoff, expliquant qu'il devait régler cela avant l'arrivée de Quinqued et que Quinqued avait sûrement anticipé que cela se produirait. Dinoff a convenu, disant que si cela concernait Quinqued, il était parfaitement clair à quel tour il recourait et que le simple fait d'y penser était épuisant. Bixter a rassuré Dinoff sur le bachotage, affirmant que lui, Bixter, garantit le talent de Léon car il l'avait testé lui-même. Danoff s'est préparé pour l'entraînement, criant que cela n'est considéré comme du bachotage que du point de vue humain, faisant référence à la capacité d'apprentissage supérieure de Léon. Puis Danoff, en tant qu'instructeur des compétences de lance dans le corps de mercenaires de Quinqued, a annoncé qu'il allait commencer le cours de formation intensive. De retour dans le présent, dans la salle d'attente, un garde a crié à Léon qu'il était temps et lui a ordonné de sortir. Léon s'est levé silencieusement et a descendu le couloir en portant sa lance. Le garde a commenté son apparence, disant que bien qu'il n'y ait pas d'uniforme officiel,
Il se demandait si Léon allait bien d'être emballé comme ça. À la porte de l'arène, le garde se tenait avec Léon et lui a dit que ce que le public attend, c'est une scène de monstre. Léon, portant maintenant un nouveau casque qui couvrait complètement son visage, a répondu que ce n'était pas un problème. La porte s'est ouverte, et Léon est sorti dans l'arène au milieu des acclamations de la foule. Léon est entré dans l'arène où le Minotaure l'attendait. Depuis les tribunes, Rosemary s'est plainte qu'il était couvert de quelque chose, et elle ne pouvait pas bien le voir. Le Minotaure a regardé Léon avec confusion. Le garde a dit à Léon qu'il avait le sentiment que cela allait arriver, que Rosemary l'avait averti, et qu'il s'en voulait d'avoir oublié de donner cette chose à Léon. Le garde a tendu un morceau de tissu rouge et a demandé à Léon de le prendre et de l'accrocher dans un endroit bien en vue, pensant qu'avec cela, le Minotaure allait. Dès que le Minotaure a vu le tissu rouge, il a poussé un rugissement terrible et a chargé follement vers Léon. Le garde derrière Léon a crié « Quoi ?» En état de choc, le Minotaure a attaqué férocement, mais Léon a habilement paré l'attaque, la bête s'écrasant sur son corps. En un instant, Léon a saisi l'occasion et a bondi dans les airs. La foule a halté d'étonnement collectif, ne croyant pas ce qu'elle voyait car il leur semblait que Léon volait vraiment. L'annonceur a commenté que le match avait à peine commencé, et le demi-ogre de Quinquette planait dans les airs. Léon se souvient de sa leçon lorsque son professeur, Dinoff, lui a dit que la lance, c'est la distance. Léon continue son attaque, se souvenant des leçons de son instructeur, Dinoff, sur la lance. Pour profiter de l'avantage de la lance, qui est la distance, il faut commencer par une poussée calculée mais sans hésitation. Danoff lui avait appris qu'une décision doit être prise à chaque échange, coup de poignard et retraite. Il a expliqué qu'un jeu de jambes et un rythme approprié sont également essentiels pour compenser les limitations d'un mouvement linéaire sans fin. De cette façon, on peut percer le chaos. Dans l'arène, alors que Léon était encore en l'air, prêt à atterrir sur le Minotaure, le sens de la décision et du chaos s'est matérialisé devant lui. Léon s'est souvenu de l'avertissement de Danoff selon lequel s'il décidait de porter une lance sur le champ de bataille, il devait s'habituer à cette contradiction. Léon a atterri avec une force immense sur le Minotaure, mettant fin à la confrontation. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.